Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve. Bon matin, comment ça va? Ça va très bien, malgré la pluie. Oui, Mais- c'est ça. Ben, en même temps, ben, regarde, on profite aussi des belles températures, même si ça Ben change. oui. Là. Tantôt, on avait quasiment l'impression qu'il y avait des flocons qui tombaient. Là. Ouais. Mais on est quand même chanceux d'être rendu à ce temps-ci puis qu'il n'y en a pas eu. Non, c'est ça. Ben, il va rester voir là, si ça se perpétue jusqu'au moins l'Halloween pour pas passer ça au grand fret avec de la neige. Là. Et les arbres. Oui, Quelle oui. couleur. Ouais. J'ai hâte d'avoir une belle journée dans une fin de semaine parce que je vais pouvoir en profiter. Parce que là, en semaine, je vois mais rien de tout ça. Ça va. Je suis enfermée. Je te dirais, ça va vite en tabarouette parce que moi, dans le coin où je suis, j'ai un masse de bois à voir. Là. Ouais, Puis, ben oui. les couleurs changent vite, là, de jour en jour. Là. Ce que j'ai de plus trippant, là, c'est les outardes là, qui passent. Là. Il y en a un méchant tapon. Fait que là, j'ai pas eu le temps encore de réussir à les prendre en photo d'assez proche. Ma lentille n'est pas encore assez haute pour ça, mais à un moment donné, je vais être capable de le dépogner, de passer assez proche de la maison. Là. Et on a de la visite en studio ce matin. Yes. Je suis contente qu'il soit là parce qu'en plus, il nous a apporté un petit cadeau. Ben oui. Ça, là, moi, je capotais un matin quand j'ai vu ça. Vraiment. Là, Raymond Falardeau, bonjour. Bonjour Carole, bonjour Steve. Salut, monsieur. Toujours content de faire un petit crochet. Je n'étais même pas supposé d'être en ondes un matin. Je visitais un ami à moi, il dit j'avais quelques objets, si on peut dire, à remettre à l'équipe de zone parallèle. Alors, des objets insolites en plus. Des objets insolites, c'est la tasse officielle pour le studio et la voiture. Je pense que Steve vient de la montrer sur la caméra, sur l'écran. Oui. Et en plus, c'est une production locale et non pas une importation. C'est fait à l'embauche. Exactement. C'est rendu ton coin, mais oui. Hey. Et les productions Mel, une jeune femme qui fait des très belles choses. Et puis, ça ne sera pas terminé avec nous autres. Hey, personnalisé en plus, parce qu'on voit le logo de la station. Me semble de mémoire, on les a croisés aussi à Beauce-Roch. Ça se peut. Ils étaient là dans la tente, puis c'est eux autres qui nous ont apporté. T'es sûr? Il me semble que oui, c'était Création Mel, puis il était avec une autre entreprise à côté. Les deux étaient là. Oui, ça me revient. Là, je les ai même en photo puis vidéo en plus. Les chaînons manquants se rajoutent. Et puis oui. Ben là, tu sais bien que le monde est petit. Hein? Effectivement. Non, mais c'est vraiment hot. Elle est belle en plus. Oui. Tu pognes une bosse dans le char, ça paraît pas. Il est fermé. C'est bien hermétique. Non, c'est ça. Puis la conception, elle m'a suggéré quelques modèles et puis je gardais ça assez simple pour pas que ça ait l'air d'un kaléidoscope de toutes sortes d'affaires. Non, mais alors, il y a un extraterrestre et des ovnis. Oui, c'est ça. Super idée. Plus notre nom en plus. Plus, effectivement, votre nom et le nom de l'émission Zone Parallèle. Oui, ça, c'est vraiment chouette. Je vous laisse aller. Excusez, moi, je vais être à l'écoute. Bien, justement, aujourd'hui, on a une superbe belle émission. Je suis très contente qu'on l'ait encore une deuxième fois avec nous parce que, justement, celui qu'on reçoit aujourd'hui, c'est Louis Galador qui a écrit, justement, son dernier livre, qui est une nouvelle édition, son dictionnaire des divinités et des symboles de la Mésopotamie. Exact. C'est vraiment, c'est un petit bijou, ça. Vous devriez tous vous procurer ça. Tous ceux qui ont un intérêt à tout ce qui est cunéiforme. Avoir des informations plus de référence et non pas des informations qui font partie des théories ou des choses qui sont probables, mais qui ne sont pas vérifiées encore. Mais il y a beaucoup de choses que la porte est grande ouverte, là, parce qu'il n'y a pas de confirmation ni quelque chose qui dit que non, ça ne s'est pas passé ou que ça n'existe pas dedans. Mais si on n'a pas la preuve non plus, ben, il reste encore des choses à voir. Puis M. Galador est un expert. Oui, exactement. Expert, vraiment, vraiment. Puis je pèse mes mots quand je dis expert parce qu'il est diplômé en langue sumérienne, en épigraphie cunéiforme. Ses ouvrages proposent les traductions complètes des mythes mésopotamiennes accompagnées d'explications historiques et mythologiques. C'est débile, c'est vraiment, vraiment... Tu regardes ça, là,
Ce que j'aime beaucoup dans ce dictionnaire-là, c'est que tu vas à un endroit, admettons, d'une page, il va expliquer tel nom, mettons, je ne mettrai pas un nom au hasard, là. Je vais lire, mettons, Lilou. Je ne sais pas si je le dis correctement, mais il va lâcher qu'est-ce que c'est, dans quelle époque, qu'est-ce que ça mange en hiver, en fait. Mais où est-ce que l'information a été trouvée? Dans quelle tablette? C'est ça. Et tout ce qui a rapport à ça, des fois, il va mettre un mot-clé. Oui. On n'est pas sûr, on va aller revoir ce mot-clé-là qui se trouve aussi dans le dictionnaire. Puis là, ça fait comme wow! Ben c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous, on gravite et qu'on parle, et que c'est les mêmes mots de vocabulaire qui sont traduits par M. Galador avec une vraie traduction et non pas une traduction avec un petit peu trop d'ouverture sur les faits, mettons. Tu l'as, ton dictionnaire, avec toi? Oui, j'ai tout ça. Veux-tu lire en arrière le texte qui est écrit en début? Parce que je trouve que c'est une bonne idée de ce que contient ce dictionnaire-là. La mythologie mésopotamienne fait ici référence aux mythes et aux textes religieux des Sumériens, Akkadiens, Babyloniens et Assyriens. Ces œuvres étaient rédigées en écriture cuniforme par des scribes sur des tablettes de pierre ou d'argile. Plusieurs longs fragments ont survécu, dont certains sont considérés comme les histoires les plus anciennes au monde. Ils permirent de donner aux historiens un aperçu de l'idéologie et de la cosmologie de ces civilisations antiques. Destiné à tous les amateurs de la mythologie mésopotamienne et pas seulement aux spécialistes, ce dictionnaire est l'outil indispensable pour se familiariser avec cette culture qui durera plus de 30 siècles. Cette nouvelle édition revue et augmentée propose plusieurs centaines d'entrées ordonnées par des ordres alphabétiques où chaque divinité bénéficie d'une notice claire et complète. Ce dictionnaire détaille également les démons, les objets divins, les magies et les symbolismes religieux. Ça dit vraiment tout ce qu'on retrouve dans ce livre-là. C'est vraiment, là, je savais même plus de quel sujet X qu'on allait parler parce que tant qu'à moi, là, je parlerais de tout. Là, on pourrait relire la 12e planète en ayant un livre de référence à côté. Oui. En prenant les noms qui sont là-dessus, puis OK, qu'est-ce qu'on mentionne aujourd'hui, parce que la 12e planète a été quand même écrite il y a quelques années en arrière. Donc, il y avait plein de recherches qui n'avaient pas encore été faites ou confirmées, là, ou des tablettes qui ont été trouvées récemment aussi. C'est ça. Puis, ce qui est le fun dans tout ça, c'est que, justement, à l'époque, il y a 3000 ans, 4000 ans, peu importe, on n'était pas là. Non. Eux ont laissé des traces qui veulent dire quelque chose, tandis que nous, on ne comprend pas. On voit des beaux dessins, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui a fait ces dessins-là? Qui était là? Lui, il sait c'est quoi. Puis, tu sais, il y a des nouvelles techniques aussi qui apparaissent, des nouvelles techniques de datation. Là, il y a des trucs qu'on est capable de dater des pierres, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans, 30 ans, quand à l'origine, les tablettes ont été retrouvées, puis plein d'endroits qui n'ont pas été testés de cette façon-là encore. Puis, regarde, j'ai publié la vidéo il y a quelques jours, puis, regarde, il me semble de mémoire, c'est depuis 2015 que le procédé a été mis à l'épreuve, puis en utilisation. Puis là, ça vient changer la donne sur la datation de bien des trucs. Le truc avec le liquide, là? Oui, exactement, par luminescence, exactement. Oui. Donc, ça ne va pas chercher dans les fragments de carbone restants dans la matière, parce que c'est du organique, normalement, que tu vas avoir ça. Là, dans le cas d'une pierre, il n'y a rien d'organique là-dedans, là. Oui, fait que tu as quoi comme point de référence pour savoir? Donc, il y a un procédé qui a été développé via luminescence, ce qui est expliqué. Puis là, il arrive avec des datations quand même très précises. Puis les dates que ça correspond au niveau des pierres et les dates qu'on nous sort, ils sont trompés très largement sur ce qu'on essaie de nous pousser. Oui. J'ai toujours dit que la seule personne qui peut parler de l'Égypte, c'est un égyptologue. Un anthropologue ne peut pas parler si tu ne fais pas partie de la tignaine de l'Égypte. Fait que c'est très, 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 très tranché ce qui sort de l'Égypte. Et c'est pas tout le monde qui peut se lancer et aller faire une recherche. En tout cas, elle ne sera pas nécessairement reconnue par le gouvernement égyptien ou par les autorités qui gèrent un peu le site, là.
Là, comme tu dis, ça ne fait pas partie de la gang. Exactement. Tu n'es pas au courant de tout le secret. Oui, c'est ça. C'est toute une question de petite clique. Oui, c'est ça. Mais par contre, Louis Galador, lui... nous mentionne les informations, c'est ça, plus transparent. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il est là. On va le saluer. Bonjour, Louis. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Steve. Bonsoir. Il commence à faire nuit ici. Ça commence, oui, c'est ça. C'est ça Mais pourquoi je ne l'entends pas? Tu l'entends pas? Toi, tu l'entends? Moi, je l'entends très bien. Je ne l'entends pas du tout, moi. Moi, je vous entends très bien, moi. Ben non, c'est bien bizarre. Moi, je l'ai. Oui, on les entend dans les écouteurs. C'est ça que moi, je ne l'entends pas. C'est normalement bizarre. As-tu un cue qui te manque à quelque part? Je ne sais pas. Non, mais toi, vous autres, vous l'entendez. Oui. Moi, je ne l'entends pas. Moi, je l'entends très bien. Ben voyons donc, toi. Non, on va taper, là. Hey, je t'ai mangé de patente à gosse ce matin. Encore, là, je sais. Je comprends pas pourquoi. Une partie qui n'a pas été vérifiée. Je ne sais pas. Vérifie donc si les écouteurs sans fil fonctionnent derrière toi. Le système sans fil est branché sur de ce côté-ci. Là. Je ne sais pas si tu vas avoir le signal, là, tu vas l'entendre. Ben ça, tu peux le laisser là, la base sans fil. Là, c'est pas ton parce que je ne sais jamais comment est-ce qu'il fonctionne. il y a un piton on à quelque part. Attends-tu d'essayer ça? Parce que à chaque fois que je fais ça, il y a le tuning, il n'est pas bon. Il y a tout le temps quelque chose qui ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi que ça fait ça, mais bon, c'est ça. Mais c'est ça, c'est dans ma poche. Pourquoi ça m'arrivait moi, ces affaires-là? Moi, j'entends ton tch, ben c'est ça que ça fait à chaque fois que je les utilise. Fait que je ne sais pas si c'est parce que c'est mal branché ou pas, mais en tout cas, bref. Il va falloir que je vais m'y faire. Peut-être que je ne sais pas. Tu as écouté, moi et Steve, on va animer l'émission. Oui, c'est ça. Mais c'est bizarre parce que je suis dans la console et je ne comprends pas pourquoi moi, je ne l'entends pas. J'aurais dû, moi, l'entendre. Attends un peu, ouais. Bon, on va essayer avec ceux-là. Je ne sais pas si le son... Pardon? Oui, Carole? Mais non, je ne t'entends pas en tout. Hey. Il n'y a pas de son là-dedans. Le volume n'est peut-être pas monté suffisamment. Mets-le à ma place. OK, là, je commence. Okay. C'est beau. Monsieur Galador. C'est bon? Oui! Ah, ça marche. Hey, c'est bizarre. Pourquoi? Je ne comprends pas. Bon, ben, écoute, on va y aller avec des éléments de fortune. Je n'y peux rien. Bon, les problèmes techniques sont réglés. Ben, tu parles, toi. Tu parles d'une affaire. Caroline, ça va être demain pendant 4 heures. Hey, j'espère pas. En tout cas, bref. Ben, ça va bien, monsieur Galador? Ben oui, et vous? Oui. Je suis très honorée de pouvoir vous voir cette fois-ci parce que la dernière fois, on ne vous voyait pas, on ne faisait que vous entendre. Et là, on est capable de mettre un visage sur la personne à qui on parle. Je suis très honorée de vous avoir encore une fois en studio pour l'émission d'aujourd'hui. Oui. Puis j'ai tellement de questions comme à vous poser que je ne sais plus par quel bout commencer, tellement ce que d'informations importantes et intéressantes à travers votre livre, votre dictionnaire. D'ailleurs, c'est pas seulement qu'un. Vous êtes rendu à combien? Là, 4, 5 livres d'écrits? De livres, vous voulez dire? Oui. Oui, 5 et le 6e devrait sortir fin d'année pour décembre ou alors au plus tard, janvier-février. Tabarouette, quand même. Ça n'arrête pas. Non, c'est ça. C'est quand même beaucoup de travail là, pour aller chercher toutes les informations puis les remettre dans un seul et même livre qui devient plus de référence, comme je disais tout à l'heure, là. Tu sais, des fois, dans l'histoire, on entend plein de choses, sont répétées, mais quand il y a des nouvelles recherches qui font surface puis qui viennent corriger certaines informations qui ont été mal interprétées dans le temps, ben c'est rare que la mise à jour se fait dans l'histoire. C'est ça que je trouve drôle un peu. Oui, mais l'histoire et le travail d'historien est toujours en évolution, donc en fonction des découvertes qui se font jour après jour. Pour ce qui est de mon dictionnaire, donc en fin de compte, c'est un update que j'ai fait durant le Covid. OK. Donc j'avais eu la possibilité d'avoir d'autres sources que je n'avais pas eues durant la première version. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir l'illustratrice Ingrid Liman qui s'était proposée de collaborer pour cette version. Donc j'en ai profité en fin de compte pour faire un update.
du livre que vous avez donc là entre vos mains. Et en ce qui me concerne, je pense que c'est l'update définitif, quoi. Je pense pas que je vais en refaire un troisième, quoi. Je me concentrerai plus pour la traduction donc de textes mythologiques. Vraiment, c'est vrai que pendant la période de la COVID, c'est sûr qu'on avait tout le temps qu'on pouvait. C'était là. Pour approfondir les sujets, exactement. Puis surtout, de rajouter un support visuel, parce que des fois, on entend des noms, mais faire l'association avec la figurine qui est présentée ou tout ça, là, des fois, c'est pas si facile que ça. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est pour ça que le travail d'Ingrid a été vraiment très précieux. Évidemment, on a beaucoup d'entrées qui n'ont pas comme vous avez pu le voir, de représentation, tout simplement parce que soit on ne les a pas retrouvées, soit elles étaient vraiment en trop mauvais état et ça n'avait pas d'intérêt de les mettre, quoi. Oui. Exactement. Un peu comme, dans le fond, tu m'avais envoyé une vidéo ce qui avait donné un peu le lien entre ce qu'on entend parler avec Zaccharia Sitchin, ce que David Icke a apporté, tout je sais, là, je m'entendais plus pantoute. Donc, David Icke, où ce qu'il mentionne, par rapport à cette théorie, si soi-disant c'est encore une théorie, là, du côté reptilien. Et puis, ça en fait pas mal, là, parce que ça sort de la 12e planète. Là. Il y a beaucoup de choses qui ont été, des amalgames qui ont été faites. Autant pour le côté monétaire, parce que ça fait wow, puis ça fait vendre des livres. Puis en même temps, j'ai comme l'impression qu'il n'y a rien qui le contredit non plus, mais il n'y a rien qui le confirme non plus que c'est plausible. Mais si on regarde l'histoire, tout le monde, toutes les civilisations ont démontré certains êtres avec des têtes d'animal sans nécessairement que ça soit un être existant là, en chair et en os. Oui. Steve, est-ce que ça vous dérange qu'on se tutoie vu que déjà ce sera plus sympa déjà. Oui. Donc alors oui, pour en revenir donc sur la question des reptiliens, c'est d'ailleurs une vidéo que m'avait demandé Julie Couvreur sur sa chaîne YouTube. Oui. Je l'ai vu. C'était fort intéressant. Ouais, vous l'avez vu. Donc en gros, Julie elle m'avait expliqué qu'elle recevait beaucoup de questions justement sur les reptiliens, notamment donc en général, hein, on parle reptiliens en général. Et elle m'avait demandé s'il y avait donc des traces de reptiliens dans la culture mésopotamienne. Donc j'avais été franc avec elle, j'avais fait comprendre que je ne connaissais pas trop cette théorie à la base, ni les personnes qui avaient donc développé ce concept. Et donc elle m'a expliqué un peu les personnes, les livres, etc. Et donc, la première question que je lui avais demandé, je lui avais dit, mais est-ce que dans les livres, on parle donc si tu veux, est-ce qu'on donne des références précises, notamment en termes de tablettes ou tout simplement de récits, je ne sais pas, on pourrait parler par exemple de la déesse Inanna qui aurait fait quelque chose, hein, donc quelque chose d'assez particulier. Et donc, elle m'a dit que c'était très dur de trouver ce genre de références dans ces livres-là d'auteurs. Mais elle a quand même réussi, apparemment, de trouver des numéros de tablettes, etc. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est parfait. Si tu me donnes les numéros de tablettes, moi, je peux les retrouver à travers le site du CDLI et je peux te faire une traduction à partir du passage que cite donc l'auteur en question. Donc, on a fait ce travail-là, qui était assez académique. Et si tu veux, on n'a pas trouvé de texte qui parle de reptiliens. C'est-à-dire de reptiliens, j'entends par là des humanoïdes avec des têtes de serpent, quoi. Oui. Alors, on reste... moi, c'est ce que j'ai voulu essayer après d'expliquer, parce qu'on m'est tombé un peu après sur le poil. Si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, oui, mais dans d'autres civilisations, on en parle, etc. Donc moi, j'ai bien expliqué, j'ai dit, moi, je reste concentré uniquement sur la culture mésopotamienne. Je n'ai pas été regarder après si on trouve ce genre de personnage ailleurs, dans la mythologie chinoise, par exemple, Maya, etc. J'ai dit, non, en Mésopotamie, ce genre de personnage n'existe pas. Ou du moins, on n'a pas trouvé de traces, on va dire, et les tablettes qui sont mentionnées par ces auteurs sont de mauvaises traductions.
Faut juste pas oublier non plus qu'à l'origine, l'histoire, la façon que les traditions étaient transmises d'homme à homme, c'était de façon orale. Puis ça a pris un certain laps de temps avant qu'on commence à faire des dessins pour se comprendre, puis de laisser une histoire derrière nous autres. Puis c'est récent, l'écriture, là. Ça fait pas 10 000 ans qu'on écrit. Oui, nous, on a l'écriture, elle remonte à 3500 ans à peu près, les premières écritures. Et on a donné, justement, tu sais, dans sa vidéo de Julie, on a donné la référence, tu sais, des petites statues d'Obéide. Oui, exactement. Voilà, qui elles sont bien avant, on va dire, la civilisation sumérienne. Là, on est dans les alentours de moins 6000, moins 4500. Donc avant, si tu veux, les premières traces d'écriture. Et ce qu'on a trouvé, c'est que donc, ces statues donc, représentent bien des formes, on va dire, de personnages, on va dire, peut-être de serpents, de têtes de serpents, et encore, on n'en est pas très sûr. Le problème, c'est que comme on n'a pas d'écrit, on ne sait pas très bien à quoi elles servaient, quoi. Donc, on en déduit que c'était des figurines qui étaient utilisées pour des rites. On a retrouvé ces figurines, tu sais, dans des tombes. Ça aurait pu faire partie d'un jeu, tout simplement, aussi, là. Ça peut être, voilà, exactement. Donc, c'est pertinent ce que tu dis là. Ça peut être n'importe quoi, en réalité. Parce que, on n'a pas de... Oui, dis-moi. En fait, il y a les gens, tu sais, comme je fais juste regarder en Afrique, il y a des rituels qui se font et tu vois quelqu'un qui est masqué. Avec, ça peut être quelque chose dans ce genre-là aussi. Oui, ça peut représenter, comme ils disent, un astronaute, comme ça peut représenter aussi plein d'autres choses, là. C'est sûr que dans leur folklore, quand tu y vas par observation, puis analyse, puis tu fais des comparatifs, tu peux trouver un paquet de pistes. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Exact. Exact. Oui, non, c'est une bonne analyse. Et puis en plus, après, il faut aussi réaliser que ce que tu vois, des fois, que ce que tu représentes n'est pas toujours ce que tu as vu. Non, c'est ça. Des fois, on prêche pour notre paroisse, puis on veut absolument que ça veuille dire ça. Donc, on va aller chercher les références qui vont toujours amener vers cette tangente-là. Mais, tu sais, comme je dis tout le temps, il ne faut jamais oublier le contexte dans lequel on vit, puis vraiment aller faire le tour de l'information, le 360 degrés au complet avant de vraiment dire que c'est une vérité ou c'est une simple probabilité. Par contre, il y a aussi que si moi, mettons que je peins un visage et que j'y peins un troisième œil dans le front à mon personnage et que je le rends public, et centaines et des milliers d'années plus tard, on retrouve la toile que je vais avoir peint. Les gens vont penser qu'on en avait des comme ça dans le temps ici. C'est pas ça du tout. Non, c'est ça. Fait que faut pas, comment je pourrais dire ça, se lancer aux conclusions parce que quelque chose a été trouvé dans un site, puis c'est la seule chose qui a été trouvée, là. Parce que si ça aurait été quelque chose de plus commun, on en aurait trouvé des centaines, là. On en aurait trouvé à plusieurs endroits. Normalement, cette civilisation-là faisait du commerce. C'était très, très, très expérimenté en commerce même. Et puis, fait que c'est sûr que les choses ont dû voyager à travers le monde. Là. Fait que ces figurines-là, on en aurait trouvé à d'autres endroits aussi. Là. Par contre, il y a un personnage dans ce personnage-là, c'est ce qui me titille depuis longtemps. Ça fait des années que je vois ça. Celui qu'on retrouve à la page 163 de votre dictionnaire. Utu, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Utu. Utu. Le U se prononce ou. Exact. OK. Utu. En fait, c'est un personnage assez particulier, le grand barbu coiffé, mais qui semble être géant. Parlez-moi de qui est Utu, parce que ce que j'ai vu dans ce qui est ici, c'est le scribe informe que le juge des défunts dans un monde souterrain aux côtés des Anunnaki, des enfers. Oui, c'est ça. Alors, donc Utu, donc ça c'est le nom sumérien du dieu soleil, qui se faisait aussi appeler Shamash en akkadien. Et donc, c'était la divinité solaire avant tout, mais c'était aussi une divinité de justice, de vérité et aussi de fertilité. Alors, pourquoi de justice? Parce qu'il se trouvait donc dans le ciel et ça lui permettait de voir un peu tout ce qui se passait, et donc il pouvait juger les actes des personnes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que pour les Mésopotamiens, donc le soleil faisait son voyage donc en journée dans le ciel,
Et il devait arriver après il se couchait vers les montagnes du Machou, ce qu'on appelait, qui étaient gardées par 2 hommes scorpions. Quand il franchissait les montagnes, donc le soleil disparaissait, donc c'était la nuit. Les Mésopotamiens pensaient que le soleil, en fin de compte, allait rejoindre les enfers. Et dans les enfers, il jouait le rôle de juge des âmes. Voilà. Et après, il repartait en début de journée et il refaisait son cycle, on va dire, que l'on voit donc en journée, quoi. Donc c'est assez étonnant. Il faut vraiment se mettre dans le concept de l'époque. Il y a vraiment, si vous voulez, les divinités avaient vraiment plusieurs casquettes en réalité. Dieu du soleil, mais juge, et puis. Question quiz comme ça. Vous mentionnez homme scorpion. Ça serait-tu probable que ça soit une référence avec leur voie lactée à eux, comment ils nommaient les différentes constellations et ainsi de suite? Oui, effectivement, oui, il y a des théories là-dessus qui se basent notamment sur les hommes scorpions, donc ce qu'ils appelaient de mémoire les Jirtablulu. C'était donc une référence à une constellation. OK. Oui, okay. Parce qu'ils disent aussi dans son livre, il dit ces hommes scorpions ouvraient des portes de Samas. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, Samas, qui voyageait tous les jours d'est en ouest. Il était imagé comme un dieu barbu et armé, traversant le ciel sur son char de lumière. C'est quoi ça? Des nuages avec des éclairs? C'est leur moyen de locomotion. C'est pas un secret que les Mésopotamiens pensaient que les Anunnaki se déplaçaient sur des chariots. Des chars qui leur permettaient de circuler dans le ciel. Là, je suis en train de travailler sur le mythe qui s'appelle Inanna et le mont Ébi, qui avait déjà été traduit par le passé par des grands assyriologues. Donc moi, je me suis mis à travailler dessus, et à un moment, dans les premières lignes, on vous dit que Inanna chevauche les mets pour traverser le ciel. Donc chevaucher les mets, c'était des artefacts, on va dire, divins qui pouvaient être un peu tout et n'importe quoi. Ça pouvait être, par exemple, un objet, ça peut être aussi une pensée ou quelque chose. Donc là, on comprend que si elle chevauche et qu'elle est dans le ciel, c'est un objet qui lui permet de se déplacer dans les cieux. Ben c'est ça. À cette époque-là, ça veut dire que ça existait. Ça existait. Ça veut dire du moins qu'ils y croyaient, quoi. Parce que ça dit aussi qu'il était accompagné d'un cocher céleste. Bounéné, oui. Bounéné, oui. Oui. Qui servait qui, en fin de compte, conduisait, on va dire, son char où tout était dedans. Et oui. Parce que... Est-ce qu'il est... non, il n'est pas dans le dictionnaire Bounémi, hein? On ne voit pas de quoi ça a l'air. Ah, vous voulez dire la représentation? Non, on n'a pas de représentation de Bounéné, non. C'est ça. Dieu solaire mineur de la Mésopotamie servait de vizir et de conducteur de chars Samas. Voilà, c'est ça. OK. Il transportait depuis l'horizon oriental jusqu'à la porte de l'intérieur du ciel, se situant au bout du monde, à l'ouest. Ce voyage commençait à l'aube et se terminait en fin de journée. Bounémi émerge. C'est tellement là. Il y a tellement d'éléments qui sont, pour moi, c'est plein de questions à ce que je vois, parce que je ne suis pas certaine de... Sinon, je vais me faire une idée de ce que ça peut être, puis peut-être que je suis dans le champ. Disons que, Carole, c'est que quand j'ai voulu écrire ce dictionnaire, c'est que j'ai voulu mettre à disposition des gens un outil assez facile d'utilisation et qui permet de comprendre, on va dire, un peu la pensée des Mésopotamiens des différentes époques. Et essayer, on va dire, un peu de rendre une part de vérité des mythes mésopotamiens. Donc, quand vous utilisez ce dictionnaire, vous allez en fin de compte, à mon avis, faire des sauts de puce à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez vous déplacer, on va dire, de personnage à personnage ou d'instrument à instrument, quoi. Et au fur et à mesure que vous allez vous déplacer, vous allez commencer à apprendre de plus en plus à voir comment penser, on va dire, les Sumériens, les Akkadiens, etc., etc.
C'est comme si ça donne une impression que la hiérarchie avait une façon imagée de représenter les choses à la population pour faire fonctionner la société. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, on se rend compte que le centre du monde, à l'époque donc de la Mésopotamie, c'était le temple, dans un premier temps. Après, c'est vrai que ça s'est déplacé avec le palais du roi, mais au tout début, c'était vraiment les prêtres qui avaient les rênes du pouvoir. OK. Là, on va faire une courte pause parce que ça fait déjà 30 minutes que l'émission a commencé. Mais je sais que si tu as des questions aussi, vraiment, Raymond, ça serait intéressant. Je ne sais pas si tu veux rester encore un peu. Non, il faut que je quitte malheureusement, mais je vais te causer durant la pause. OK, parfait. Ben, merci d'avoir été là. Plaisir. C'était très intéressant pour ça, pour la première partie. Hein. Merci. Oui. Donc, restez là. On va faire une courte pause et on revient tout de suite après. You are tuned in to 96.9, the station that plays progressive West Coast hip-hop music, and I am the DJ that is bringing it to you, DJ EBC Dick, the one and only, coasting with you on this one, showing Cali love, straight from the west side. Bienvenue au dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas mêlant, avec plus de 950 produits de microbrasserie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drette d'un papy. Des stouts plus noirs que ton arme après une grosse journée de job. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de blé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. On a full le parking pis tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Participe à l'événement Jason Entrepreneuriat et découvre le pouvoir de l'inspiration entrepreneuriale. Propulsé par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. L'événement aura lieu le 8 novembre prochain à Lucar. Au menu, conférences, panel d'échange, réseautage, bouchées et cocktails. Tu veux participer à cette soirée? Remplis le formulaire disponible au cciglevy.ca/Jason 2023 et cours la chance d'y assister gratuitement. Le 8 novembre prochain, viens jaser entrepreneuriat avec la CCIGL. Imagine ton ado qui réussit à l'école. C'est possible avec Trajectoire Emploi. Prends rendez-vous au trajectoireemploi.com. On ouvre officiellement la shop de snacks exotiques la plus folle de la région. Dégustation de bonbons gratuits. Oxygène récréatif. Jeux gonflables. Le bingo CJMD sur place. qu'on va peut-être être en chess. 29 octobre, juste à temps pour l'Halloween. Pow wow au Pow Pow Snack sur Kennedy. Gratuit, fun. 2000 $, c'est la prime d'embauche chez Canam. 1000 après ta 4e semaine. On recherche des journaliers de nuit jusqu'à 29,39 $, incluant la prime de corps. Travail à l'année, postule maintenant. canamembauche.com. Tu redoutes déjà le magasinage du temps des fêtes? À la distillerie Tadaconé, on s'occupe de tout. Pas besoin de te casser la tête. Nos coffrets cadeaux vont plaire à tout le monde. En plus, tu peux les mettre à ton image en ajoutant ton logo sur l'étiquette. Pour plus d'informations, rends-toi au tadaconé.com. Honoré nos commanditaires. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Louis Galador. Steve, tu avais quelque chose que tu voulais lire? Oui, bien c'est ça. Quand j'ai commencé, vu que c'est un dictionnaire, la partie importante à aller lire dans le livre, pour moi, c'est l'introduction. Parce que ça ouvre la porte à quelque chose qu'on essaye d'expliquer aux gens. Petite compréhension que les gens devraient avoir en premier lieu avant de se lancer avec des livres comme La 12e planète ou des trucs comme ça. Donc, dans le fond, c'est vous qui avez écrit l'introduction et vous avez mentionné, durant plus de 2000 ans,
La plupart de ces textes sacrés furent remaniés par les copistes dans le but de les adapter au contexte religieux-politique de leur époque. Il n'est pas rare de retrouver aujourd'hui plusieurs versions d'une œuvre avec des modifications plus ou moins importantes. Les thèmes exposés étaient généralement identiques, seuls les noms des dieux ou des rois étaient changés. Parfois, le récit était fortement remanié ou enrichi, par exemple ceux traitant de la cosmogonie et de la théogonie. Enfin, certaines compositions, à l'instar de l'Atrasis, intégraient plusieurs anciens mythes pour former une nouvelle œuvre plus complexe et cohérente. Cependant, tous les mythes écrits en sumérien n'étaient pas forcément antérieurs à leur version acadienne. Du deuxième millénaire avant notre ère, le sumérien a continué à être utilisé en Mésopotamie comme une langue sacrée, littéraire et scientifique par les écrits acadiens. C'est la raison pour laquelle des récits originaux de cultures sémitiques furent composés en langue sumérienne. Très souvent, durant le premier millénaire, des nouvelles œuvres durent être rédigées dans des versions bilingues suméro-acadiennes. Toutes ces pratiques mentionnées ci-dessous éclaircissent un peu plus l'origine exacte de ces mythes. On n'a rien arrangé, les tablettes où étaient composés ces mythes étaient très souvent fragmentées et en mauvais état. Au premier abord, la mythologie mésopotamienne semble être un ensemble hétérogène, parfois incohérent et fantaisiste pour un lecteur moderne. Ces textes sont aujourd'hui communément considérés comme étant une construction imaginaire servant à expliquer l'origine du monde, les phénomènes naturels et d'établir le fondement moraux, historique et culturel d'une société. Donc, en résumé, c'est quoi qui est à comprendre? Il ne faut pas toujours tout prendre au pied de la lettre et essayer de se mettre à jour aussi par rapport aux versions qui ont été écrites, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qu'on parle, dans les sujets un peu plus, comme on dirait, complotistes. Il y a des mots qui reviennent, des mots-clés comme Anunnaki, comme sumérien. Puis c'est amené avec des fois des trucs là, assez débiles. Je ne dis pas que ça ne fait pas partie de notre histoire ou que ce qui est mentionné n'est pas potentiellement vrai, mais il y a très peu d'informations qui nous mènent vraiment vers ces choses-là, comme elles sont présentées dans les livres, comme La 12e planète et compagnie. Là. C'est pour ça que je prends le temps de leur mentionner, là, parce que les gens oublient ce point de référence-là. Là. OK. Oui, c'est vrai. Intéressant. Vous en pensez quoi? Disons que on va prendre un exemple concret. Si on prend l'épopée de Gilgamesh, oui. L'épopée de Gilgamesh, donc, tout le monde connaît, qui est en réalité la version acadienne des aventures de ce personnage. Mm-hmm. Les premières traces, donc, on va dire, de l'épopée date, on va dire, de la période paléo-babylonienne, donc on est vers 1900 et des poussières, mais sa version standard, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été faite aux alentours de 1200. Non, c'est ça. C'est pas vous voyez le laps de temps qui s'est passé entre tout ça. Et il faut savoir que l'épopée de Gilgamesh, en réalité, c'est un puzzle de plusieurs mythes traitant de ce héros-là, qui sont soit d'origine, on va dire, de culture acadienne, soit des textes aussi écrits en sumérien. Donc le prochain livre, d'ailleurs, qui sortira, se traitera des 5 textes sumériens que nous avons de Gilgamesh, qui ont servi notamment de base, on va dire, pour l'épopée donc acadienne que vous connaissez ici. Donc c'est pour vous dire que finalement, les textes... on parle de textes qui ont été remaniés par des scribes, un peu comme la Bible finalement. Oui, c'est ça. Et quand vous prenez certains personnages ou quand vous prenez certains, on va dire, passages de l'épopée, avec le texte d'origine, vous vous rendez compte des fois qu'il y a des écarts assez importants, quoi. Exact. Ben, c'est ça. C'est pour ça, c'est de faire aussi un peu un parallèle avec les autres livres qui sont souvent mentionnés, comme la Bible. Je ne remets pas en question la Bible, mais il y a des choses qui ont été transformées à travers le temps, des rééditions, des traductions, puis il y a beaucoup de choses qui sont justement emmenées en fonction du contexte de société de l'époque, et puis qu'est-ce qu'on veut essayer de faire dire au livre et non pas la vérité en tant que telle. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Puis vous avez des entités. J'avais fait une vidéo là dernièrement sur ma chaîne YouTube sur l'oiseau tonnerre qui s'appelle Anzu.
Oui. Donc au début, si vous prenez les textes les plus anciens, c'est un oiseau qui symbolise un peu les forces du vent, les orages, etc., qui n'est pas foncièrement mauvais, qui est surtout, on va dire, vénéré, enfin vénéré c'est un grand mot, mais qui vient surtout, on va dire, de la ville de Lagash. Et puis quand vous prenez un peu plus tard des textes d'autres cités-États qui généralement combattaient Lagash, on vous transforme l'oiseau Anzu comme, on va dire, une entité maléfique qui va apporter le chaos en ayant volé, par exemple, les tablettes du destin de Enlil, qui était le roi des dieux, quoi. Donc vous voyez, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, comme vous dites, du contexte géopolitique, eh ben, les personnages peuvent évoluer avec le temps. C'est fou. C'est ça, exactement. Comme les ovnis, ça. Oui, oui. Ça change de modèle avec les années. Dans le temps, c'était tôle les boulons, parce que dans le temps, non, c'était c'est ça. Puis même dans les tôles et boulons, là, si tu prends toutes les références qui ont été faites, même au niveau des signalements, ben, tu vois l'évolution de l'appareil tôle et boulons, puis à un moment donné, ben, oups, le tôle et boulons est disparu. Puis là, il y a des phénomènes vraiment plus bizarres qu'on commence à recevoir qui sont vraiment plus inexplicables, mais que aussi, même chose, si on commence à reprendre un peu des informations qui ont été oubliées ou qui ont été sciemment mis de côté, comme toute la technologie des montgolfières, là, des zeppelins. Que c'est même utilisé aujourd'hui avec les nouvelles technologies, mais que c'est passé sous silence, on n'en entend jamais parler. Puis on ne sait pas vraiment depuis quelle époque vraiment ces appareils-là sont utilisés. Là. Tout ce qu'on parlait tout à l'heure de chariots de feu et compagnie, est-ce que ça aurait pu être une technologie de Zeppelin qui serait quelque chose de beaucoup plus probable et à la portée des gens? Puisqu'ils avaient une façon de s'affranchir de la gravité puis pas être capable de se transporter. Qui marchait peut-être au charbon aussi, puis ça donne l'impression que exactement. De toute façon, la description qu'on en fait, ça s'adresse à qui? Est-ce que ça s'adresse à des érudits qui sont bien informés ou ça s'adresse à un plus grand nombre de personnes? Donc, tu réduises à quelque part ta façon de montrer les choses pour que ça soit à la portée d'une plus grande quantité de personnes. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui étaient imagées. Puis c'était quoi un peu la conscience de cette époque-là des gens? C'était-tu l'équivalent d'un enfant de 8 ans, d'un enfant de 12 ans, d'un adulte? Ou, c'est comparé aujourd'hui. Fait que, si tu veux avoir quelque chose qui va traverser le temps, ben, tu vas essayer d'y aller toujours par le plus simple possible pour que ça puisse être... qu'on puisse le traduire. Il y a des choses, par contre, que ça n'a pas changé. Non. C'est toujours là aujourd'hui. Oui, ben, tout est basé sur une symbologie. Ben justement, et je vais faire référence ici à la svastika. Enfin, svastika, je ne sais pas si on prononce le S au début. Ça fait plus de 10 000 ans que ça existe. Je parle ici de la croix gammée. Aujourd'hui, on voit ça avec, dans le temps d'Hitler, c'était vraiment là. Et ça, autant que. Ben, ça a été diabolisé, là. Ben oui, même avec, comment est-ce qu'il s'appelle, la couette de. Raël. Raël aussi, qui utilisait il a utilisé ce symbole-là. Oui. J'aimerais ça que vous me parliez de ce symbole, justement, Monsieur Louis. Oui, c'est un symbole qui est assez universel, qu'on retrouve dans pas mal de cultures antiques. Pour ce qui est de la Mésopotamie, on a les premières traces qui sont aux alentours de moins 4000 avant Jésus-Christ. Et d'après ce qu'on sait, c'est plutôt un symbole, on va dire, de mouvement perpétuel, quoi. Exact. C'est surtout ça qu'on a retenu. De mémoire, on n'a pas d'écrit qui nous parle de ce symbole. On retrouve ça surtout dans des vases, dans des poteries. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans le monde, quoi. Exactement. Puis dans d'autres traditions, la fameuse svastika, parce que même on l'a de représenter dans des costumes, je dis des costumes, dans le linge traditionnel des Autochtones, cette fameuse emblème-là est aussi utilisée, là. Puis si on comprend un peu la logique des choses, que tout est basé sur ce qu'on voit dans le ciel, ben, la svastika représente en réalité la grande ours aux 4 saisons.
C'est exactement, ça va donner la svastika. Donc, c'est pour ça que ça représente un symbole de l'humanité puis de la perpétuité, parce que c'est les saisons qui voyagent à travers le temps. La majorité des traditions ont été basées sur l'agriculture, sur ce qui se passe dans notre ciel, puis ce qui domine nos vies. Ben, c'est les intempéries, c'est comment que la nature se comporte. Fait que c'est qui notre Dieu? Ben, c'est la nature, c'est le soleil, c'est la lune. Exact, oui, c'est pertinent. On retrouve d'ailleurs c'est vrai que la vie en Mésopotamie était régie par le calendrier. Exact. Et le calendrier se basait sur l'observation des astres. Donc oui, c'est pertinent. Question qui me vient comme ça en tête, du côté des Babyloniens, Sumériens. Leur calendrier était-tu le même que le nôtre, qu'on utilise 7 jours par semaine, 4 semaines par mois? Et ils donnaient-tu nécessairement les mêmes noms? Ils avaient les mêmes noms, non? Ils avaient les Babyloniens. Disons que les Sumériens, c'était, je dis pas que c'était pas très poussé, mais c'est surtout les Babyloniens qui ont instauré, on va dire, une culture astronomique très poussée. Et c'est surtout de chez eux qu'on a retrouvé beaucoup de textes astronomiques. Donc, ils avaient 12 mois plus un mois intercalaire, une sorte de 13e faux mois pour récupérer, on va dire, le décalage qu'ils avaient par rapport à nous en termes de jours. Oui, donc c'était surtout les Babyloniens qui ont, on va dire, mis les bases d'une astronomie, on va dire, moderne. OK. Dans le fond, eux autres, ils s'étaient basés sur les mois lunaires et non pas sur... Exactement, oui. Les Babyloniens, comme on va dire les Sumériens, se basaient surtout sur le calendrier lunaire. C'est d'ailleurs l'importance du dieu Nana pour la Mésopotamie, ou le dieu Sin, c'était son nom d'origine, on va dire, akkadienne. Et c'est vrai que l'observation de la Lune servait beaucoup aussi pour le calcul des jours et des mois. OK. Le nom, acadien, là, ça vient d'où? Parce que quand je regarde, on a ici notre Acadie, là. Oui, c'est ça. Ça a un lien avec. C'est ça. Est-ce que ça a un lien avec notre Acadie d'ici, qui est dans l'Est du Canada? Et est-ce que c'est quelque chose qui a traversé ici pour dire, regarde, on a... Parce qu'ils sont sûrement... Ben, à la base, il y a une origine européenne. Ben oui. Peut-être. Parce que je trouve ça... C'est des mots qui se répètent, des endroits qui se répètent. La France, la Nouvelle-France. Oui, c'est sûr que du côté de l'Amérique, il y a beaucoup de noms qui reviennent par rapport à l'Europe parce que ça a été quand même colonisé ou conquéri, conquéri par des Européens de plusieurs origines, autant de l'Allemagne, de l'Espagne, du Portugal, de la France. Puis, tout ça est envoyé par qui? Par une gang d'anglo-saxons. C'est parce que ça changerait vraiment l'histoire du monde. Si tout ça serait en fait que les Acadiens, à l'époque, je veux dire, à l'époque, il y a 3 000 4 000 ans. Si aujourd'hui, on sait qu'ils se sont déjà établis un peu partout à travers la planète, mais qu'ils sont déjà ici ou qui étaient déjà ici. Disons, qu'est-ce qui viendrait casser un peu le portrait de tout ça? Là, ça serait de trouver des tablettes sumériennes ou en écriture cuneiforme du côté de l'Amérique. Si on fait ça, ça viendrait casser le portrait totalement de ce qu'on fait de l'histoire puis dans quel sens les choses se sont passées si on trouverait de quoi de ce côté-ci. Je dis ça parce que, en fait, j'ai trouvé une pierre l'an dernier. Tu sais, tu l'as vu. C'est une pierre où on voit vraiment une trace de pas qui est comme par hasard exactement la même grandeur de mon pied, qui est incrustée dans la roche, dans la pierre. Et ça date de plusieurs milliers d'années, certainement. Là. Et quand je regarde, je parlais avec les gens d'ici, là, dans ceux qui ont étudié, justement, comment ça s'appelle? Géologue? Géologue ou anthropologue ou peu importe. Ils disent que non, il n'y avait rien ici dans le temps. Il y a 5 000 ans, 10 000 ans, il y avait juste des dinosaures. Il n'y avait pas de traces d'hommes. Excuse, mais moi, je trouve une pierre où ce que tu as cette trace-là, dedans, mais très bien dessiné, très bien enfoncé dans la... Non, c'est ça. Ça dépend. Le gars, il a été formé de où?
C'est fait par l'université, en fait. Oui, c'est ça. Fait que, ça dépend dans quelle université que tu es. Si tu es dans une université américaine, ben, ça se peut qu'il va y avoir un autre discours dans le même secteur. Oui, peut-être. Mais c'est parce que moi, pertinemment, je sais. Je le sens, on le voit de toute façon, que c'est vraiment une trace de pied. Là. Oui. Mais on m'a dit, non, c'est de la pareidolie. C'est pas une pareidolie. Anecdote comme ça. Cet été, on a trouvé, on s'est pas mal promené, on a fouillé pas mal sur le bord du fleuve, même à des places où c'est Jacques-Cartier qui a accosté. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles, Chantal avait trouvé des vestiges de vaisselle blanche et bleue qui datent de quand même une certaine époque. Puis, regarde, même dans notre coin, là, dans le coin de la Beauce, le bord des rivières, on en trouve aussi là, exactement les mêmes modèles, la même maudite affaire. Est-ce que c'est de la même époque? On ne le sait pas. On n'a pas fait des comparatifs. Là. Mais, c'est fou comment que les choses sont différentes qu'on essaie de fouiller par soi-même comparé à ce qu'on nous donne comme information. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de se tenir à jour aussi de ce qui se fait comme traduction. Puis de comprendre que finalement, l'histoire qu'on nous raconte à l'école versus la vérité, ben, c'est encore peut-être deux choses complètement différentes. Puis on est très, très loin encore de la vérité. Là. En tout cas, je trouve ça un drôle d'adon qu'on a ici, l'Acadie, puis qu'on parle d'acadien à l'époque de la Mésopotamie, etc., etc. Puis qu'on se retrouve ici avec des Autochtones qui, c'est vraiment pas, c'est visiblement pas la même face que nous. Là. Puis, non, ce qui est drôle aussi, c'est que dans tous les noms qui ont été mentionnés du côté de la Mésopotamie, ben, il y a beaucoup de noms qui sont repris dans des dessins animés, dans des mangas. Il y a des personnages qui sont repris, qui sont totalement de la Mésopotamie, puis sont juste remis à jour pour une émission de quoi de même, mais c'est quasiment exactement le même dieu qui est représenté, mais dans des mangas, dans des personnages avec, comment que ça s'appelle donc, le nom m'échappe, là, ça va me revenir, mais en tout cas, c'est des noms qu'on entend souvent aujourd'hui, mais du côté des mangas, puis on ne sait même pas d'où ce que ça vient. Finalement, c'est tous des trucs qui reviennent de l'histoire qu'on nous raconte avec quelques petits changements de nom ou juste la mise en contexte dans laquelle elle est présentée, mais on reparle exactement des mêmes choses. Ben exactement. Puis, mais aussi les mythes, les contes, tout ce que ça, il y en a. Il y en avait sûrement à l'époque, M. Galador, Louis. Il y a comme, si je regarde, Umbaba, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Oui, ça se dit aussi Umbaba, oui. OK, Umbaba qui est le gardien de la forêt des cèdres, où séjournaient les dieux. C'est drôle parce que ici, on a ça aussi dans nos mythes qui dit que oui, on a des gardiens de la forêt. Ça se répète. C'est ça, pas nécessairement avec les mêmes noms. Non, c'est ça. Lui, il est désigné par Enlil. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de ce petit personnage-là. D'Umbaba. Oui. Oui, Umbaba, c'est pareil, c'est la première fois qu'on a eu vent d'Umbaba, c'est dans l'épopée de Gilgamesh. Et donc, comme vous dites, c'est un gardien donc, de la forêt de cèdres, où normalement résidait donc, Enlil. Et il est plutôt décrit, on va dire, comme un monstre énorme, on va dire pas très beau, et bien agressif. Un géant. Voilà, exactement. Et donc, il dispose de plusieurs auras qui lui donnent une force surhumaine. Et donc, après un combat acharné, Gilgamesh avec son ami Enkidu, ils auront le dessus sur lui et ils finiront par le tuer. Donc ça, c'est dans l'épopée de Gilgamesh. Mais si vous regardez l'histoire de Umbaba et Gilgamesh dans sa version sumérienne, on se rend compte que Umbaba n'est pas spécialement, on va dire, un monstre tout bête. Il a plutôt une figure de protecteur de la forêt et il est en osmose avec la nature. Et donc, quand Gilgamesh et Enkidu finissent par tuer Umbaba et qui ramènent, on va dire, ils le décapitent et ils ramènent la tête d'Umbaba devant Enlil en pensant qu'ils avaient fait une bonne action, Enlil entre dans une colère noire et il leur dit que Umbaba, finalement, valait mieux qu'eux et qu'il aurait dû être vénéré et pas tué.
Donc il y a un renversement, on va dire, du personnage, et on se rend compte que il n'était peut-être pas aussi agressif qu'on l'aurait pu le penser, on va dire, dans notre imaginaire, on va dire, jusqu'à la découverte de la version sumérienne. Ce qui est étonnant, c'est qu'aussi, on avait des amulettes, on a retrouvé des amulettes avec la tête de Humbaba, que devaient porter sûrement donc les Sumériens à cette époque, pour se protéger, on va dire, du mauvais œil. Donc, comme quoi, vous voyez, ce qu'on appelle, nous, les monstres aujourd'hui, à l'époque, on va dire, mésopotamienne, c'était pas si manichéen que ça, quoi. C'est un peu comme les démons. Ce que nous, on appelle démons, généralement, on pense tout de suite à une entité négative. Ouais. Alors que pour eux, les démons, c'était pas spécialement, on va dire, négatif. OK. Donc, il faut vraiment se remettre dans le contexte et comprendre que les forces de la nature, ça peut être mauvais comme ça peut être bon à la fois, quoi. On dit que Humbaba, dans chacun de ses pas, provoquait des tremblements de terre. Il émettait un cri assourdissant, comme le déluge, qui s'entendait jusqu'à 60 000. D'une force inouïe, il portait son 7 rayonnements sacrés qui rendaient presque imbattable. Tu vois, ça me fait penser à... Il parle des tremblements de terre, des cris. Mm-hmm. C'est comme... ça me sonne comme la trompette, le son de la trompette, qu'on revoit avec la Bible, qu'on dit que la trompette va... Puis, il me semble, les 7 rayonnements, ça revient aussi à la déesse Ishtar, c'est pas elle qu'elle a 6... Oui, c'est des auras, donc c'est une bonne analyse. Donc, ce qu'on appelle les auras, donc c'était quelque chose, on va dire, que portaient donc des entités, donc soit des divinités, soit on va dire des monstres, on va dire, qui avaient un certain degré de pouvoir. Et ces auras pouvaient être, on pouvait les spolier et donc les prendre pour soi. Si on arrivait, par exemple, à tuer le monstre en question, quoi. C'était pas quelque chose qui leur était propre. C'était vraiment, on va dire, une énergie ou une force qu'on pouvait prendre comme un manteau ou un chapeau, quoi. Non, c'est juste aussi pour faire un rappel que la statue de liberté, il y en a une, tu sais. Oui, elle a-tu 7 points? Ben oui. Ben, c'est pour ça. J'ai jamais remarqué ça. Si tu regardes l'allure du visage de la statue de la liberté, là, ça fait un petit peu pas mal Mésopotamie, babylonien. Là. Cadeau de la France, en plus. En théorie, c'est ce qu'ils disent. C'est ça, c'est ce que l'histoire dit. C'est ça, oui, c'est bien. Puis, des fois, on a tendance à oublier aussi le sens profond des mots. C'est par exemple quand on dit splendide. Ah, on fait, c'est splendide. Oui, mais splendide, ça vient de splendeur. C'est quelque chose qui fait sortir une énergie, en fin de compte. Et donc, ce qu'on voit sur la statue de liberté, c'est une splendeur. C'est un aura qui sort d'elle. Exact. Surtout en plus, on rajoute de la flamme puis le livre. Oui. Quand même. Et je regarde aussi, j'aimerais aussi qu'on parle de... Oh, tabarouette. Après la pause, par exemple, j'aimerais qu'on parle de Naboo. Naboo, je ne sais pas si on se prononce Naboo. Hey, je t'ai pas fait. Fait que c'est pas Naboo dans la guerre des étoiles, là. Dans l'épisode 4, là. Parce qu'il y en a un qui s'appelle comme ça. La planète, c'est la planète Naboo, c'est la civilisation des Naboo dans le 4e film. Voyons donc, oui. toi. Hey, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de noms qui reviennent avec des trucs qui ne sont pas nécessairement en lien au niveau de l'image. Mais quand tu regardes les personnages qui, soi-disant, sont créés de toutes pièces, au bout de la ligne, ils sont calqués sur des personnages qu'on connaît déjà, mais c'est juste qu'ils portent un autre nom. Moi, je ne le savais même pas, ça, ce que tu dis là. Je l'apprends, donc j'aurais pas pu penser à ça, faire le lien de ça. Oui. Je ne connais pas, je n'ai même pas vu ce film-là ou cette série-là. Les films qui, soi-disant, de science-fiction sont basés sur des faits réels. C'est juste remanié, tout simplement. Non, mais c'est parce qu'il ressemble vraiment au personnage. Mais j'aime bien ce personnage-là. C'est pour ça que je veux qu'on en parle tantôt. Donc, on revient tout de suite après la pause et on parle de Naboo. Okay. CJMD 96.9 Lévis. Demandez dans Google ou Alexa. Donc, vous prenez votre truite par la queue et avec votre main gauche, vous venez masser bien avec le jarret de porc, là. Et que ça sente bien la sauce. J'aimerais bien du fouillonnal. Compris? Je sais pas comment ça se passerait.
Si tu le demandes, ils vont-tu le faire? La sauce, tous les dimanches de 9h à 11h. Parce que c'est beautiful les Sundays. Connaissez-vous Groupe CLR, chef de file en radiocommunication au Québec? C'est que votre entreprise n'était pas encore rendue là? Peu importe l'industrie, construction, agriculture, transport, nommez-le. À un moment, il faut améliorer les communications. Ne le faites jamais sans Groupe CLR. Ça ne marchera jamais aussi bien. Avec Groupe CLR, vos communications seront à la fine pointe, claires, instantanées et vous aurez du service. Les plus grandes marques, Motorola, Kenwood, Icon, chez pas ailleurs, pour communiquer de l'interne, groupeclr.com. Optez pour des communications sans limite. ArmoirePMM.com. Gagnez votre cuisine de rêve. Participation gratuite. Allez sur ArmoirePMM.com. Remplissez le formulaire. Faites-vous faire votre plan 3D. C'est vraiment le fun. Et devenez éligible à gagner une cuisine de rêve d'une valeur de 75 000 ArmoirePMM.com. Le bois massif est au prix du polymère. Présentement, tu peux te trouver une job tout seul. Mais as-tu déjà vu un CV tendance? Connais-tu les 3 V d'une entrevue? Sais-tu comment écrire un pitch mail percutant? Chez Trajectoire Emploi, c'est notre expertise. CV, simulation d'entrevue, méthode dynamique de recherche d'emploi. On accompagne quotidiennement des gens qui se démarquent dans leur démarche. Joins-toi à eux et change de trajectoire. Pour prendre rendez-vous, trajectoireemploi.com. Des services gratuits rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Maximisez le potentiel de votre entreprise avec la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis pour optimiser votre visibilité, pour profiter d'un réseau puissant afin d'établir des relations d'affaires durables ou encore pour être représenté et avoir un poids solide auprès des acteurs clés du développement socio-économique de notre ville. Des avantages, des formations, une chambre de commerce, c'est tout ça et bien plus. La CCIGL, c'est une vraie boîte à outils et des occasions pour faire progresser votre entreprise. CCIGLévis.ca. Laisse faire le beau père. Voici avec les vrais pots. Inspection FPO. Inspection FPO.com. Garage, les pièces CRS. Garage, les pièces CRS. CRS. Pow Snack for a Pow Lévis. On ouvre officiellement la shop de snacks exotiques la plus folle de la région. Dégustation de bonbons gratuits. Oxygène récréatif. Jeux gonflables. Le bingo CJMD sur place. J'y qu'on va peut-être être en chest. 29 octobre, juste à temps pour l'Halloween. Pow Wow au Pow Snack sur Kennedy. Gratuit. Fun. Électromécanicien, Canam à Lévis te veut et t'offre 2000 $ à l'embauche. Assurance, régime de retraite, partage de profit, jusqu'à 31,94 $ de l'heure. Poste de jour, postule au canamembauche.com. 18 plus. Sexualité. Non! Juste pas pour les doux. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Avant que tu te mettes à parler ou qu'on revienne sur le sujet, je voulais juste mentionner rapidement que demain, c'est le bingo. Oui. Puis n'oubliez pas d'aller chercher vos cartes, d'aller vérifier du côté de 969fm.ca pour aller voir les points de vente du côté Québec et Lévis. Donc, ça se passe demain. Donc, assurez-vous d'avoir vos cartes. Pas mal la source de financement aussi, le bingo. Oui, c'est oui, très drôle. Chico, oui. en plus. Ah, c'est quelque chose, hein? Tu vas le voir en bobette avec un... Je sais pas si le garde ici à la station avec une camisole de force là, durant la semaine, puis ils font juste le déballer pour le dimanche du bingo, là, mais il y a quelque chose. Ah oui, il y a quelque chose. Il n'est pas gêné. Non, c'est ça. C'est un extraverti, il est très comique. Oui, carrément. Je l'aime bien, notre. Mais avant de parler de Naboo, justement, il y avait... on parlait de mythologie grecque tantôt pendant la pause. Oui, c'est ça, Méduse. Oui, ça me fait penser justement, le serpent représente un serpent à 7 têtes. C'est assez compliqué, ça aussi, monsieur, mon cher Louis. En fait, le serpent, c'est une mythologie grecque, ça part de loin, là. Oui, mais est-ce que eux, c'est leur propre mythologie?
Ou c'est basé sur des trucs qui viennent aussi de plus en arrière. C'est ça. Parce qu'on voit justement dans la page 110 de votre dictionnaire la représentation d'un serpent à 7 têtes se trouvant sur une plaque dynastie archaïque. C'est ça, archaïque. De musée des pays de la Bible. Je ne sais pas c'est où, ce truc-là. Pouvez-vous me parler de ça un peu? J'ai perdu le fil parce que l'audio a sauté, si vous pouvez répéter. C'était la page 111, tu disais? Oui, bien, le 111, c'est la page de Naboo. Mais juste avant 110, on voit le serpent à 7 têtes. Ah oui, ok, je comprends ce que... Oui, ok, tu parles du... Oui. C'est... oui, ok, ça y est, j'ai compris. Oui, c'est... effectivement, ça nous fait penser tout de suite à l'Apocalypse. Justement. Oui. Mais parce qu'on voit ça dans les mythologies grecques depuis des années. Je ne sais pas d'où ça vient, ça, en fait. Mais c'est une entité qu'on a répertoriée donc en Mésopotamie. Donc c'est pas étonnant qu'on retrouve ce genre on va dire de monstres après dans la mythologie grecque ou même autour du bassin méditerranéen, parce qu'il y avait des échanges qui se faisaient. Donc c'est pas étonnant. D'ailleurs, moi, la première chose quand j'avais vu ce monstre, j'avais tout de suite pensé à la bête de l'Apocalypse. Ben, justement, puis je suis bien contente de voir que tu fais le lien, l'Apocalypse de Jean, en plus, qu'on peut voir dans... C'est fou, là! Oui. Ça date de loin, ces histoires-là, des fois à Bracadabrante, où on se demande, ça sort-tu de leur... Non, non, c'est ça. Ben, tout est basé sur de la symbologie. Puis, tu sais, au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on décrit? C'est encore fort probable qu'on est en train de décrire une constellation dans le ciel. Fait qu'on parle des mêmes phénomènes, mais on a une façon différente de le décrire. Mais au bout de la ligne, il y a des lignes directrices qui reviennent, là, les serpents, et ainsi de suite. Donc, qu'on est capable de faire des associations entre les différents dieux, que finalement, ça vient tout de la même base. Oui, mais par contre, je fais juste remarquer aujourd'hui, admettons qu'on recule dans le temps, puis qu'on fait un voyage dans le temps dans les années 1800, puis qu'on leur apporte une télévision. Et ils appellent ça une boîte à images. Ben, ils l'avaient peut-être déjà. Là. En 1800, il n'y avait même pas d'électricité. Ben, ça, c'est l'histoire qui dit ça. Parce qu'on a-tu la certitude de? Moi, quand je commence à m'intéresser dans les affaires de tartarie et compagnie, c'est bizarre qu'on ne dit pas la même affaire. Ben, dans le temps de il y a quand même des preuves et des faits. Il y a 2000 ans de bord. Oui, on recule plus de 2000 ans. Oui, c'est ça, on va reculer là. Admettons, tu arrives avec ça, un cellulaire. Mm-hmm. C'est quoi ça? Pour eux autres, c'est un engin. Ben, attends un peu, là. C'est parce que là, il y a aussi dans les affaires où ce qu'on voit Inky, il y a bien des choses où ce qu'on voit qui donnent l'impression comme s'il porterait une montre au poignet. On voit des genres de sacs qui sont trimballés, comme un sac qui peut représenter bien des choses aujourd'hui. Comme une boîte à lunch. Genre, il traîne sa boîte à lunch, il travaille, il est en plein travail, il a été pris de profil, puis il y a beaucoup de choses de représentation qu'on a qui reviennent, qui nous font rappeler des choses qu'on a d'aujourd'hui. Mais finalement, c'est peut-être des concepts d'hier qu'on fait juste se remettre au goût du jour aujourd'hui. Mais tu sais, il y a beaucoup de dépictions qui se fait avec des trucs qui semblent être dans la vie de tous les jours qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est le risque en fin de compte. Oui. C'est le risque de voir des choses qu'on a aujourd'hui, de se dire qu'elles existaient déjà à cette époque-là, ou du moins de les associer avec des choses qu'on a aujourd'hui. Non, c'est dangereux de faire des fois ce genre d'association, parce qu'on dérive en fin de compte de la pensée, ou du moins du message originel, quoi. C'est toujours le gros problème, c'est ce que tu disais avant, Steve. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Oui. C'est ce qui est le plus dur, en fin de compte. Exactement, parce qu'on n'a pas l'habitude de penser de cette façon-là. On est tellement ancré dans notre société qu'on a l'impression que les choses se passaient à l'époque comme ça se passe aujourd'hui, puis c'est totalement l'inverse, c'est pas vrai. Là. Il y avait plein de choses qui ne se passaient pas de cette façon-là. Là. Donc, je voulais revenir, parce que je sais que du côté de tous ces mythes-là, il y a beaucoup de choses aussi qui sont mentionnées par rapport au monde souterrain.
du côté des fameux complotistes, on parle d'Agartha, des mondes souterrains, des tunnels qui mènent vers le centre de la Terre et aussi par la bande. Qu'est-ce qu'il y en est par rapport à la Terre? Comment que les Babyloniens mentionnaient notre surface? Eux, ils avaient, en termes, donc, tu avais la surface, donc la croûte terrestre. Tu avais après ce qu'ils appelaient l'Abzu, qui étaient les eaux douces souterraines dont le saint patron était Enki. Mm-hmm. Et puis en dessous, tu avais les enfers, tout simplement. OK. Donc eux, pour eux, c'était par strate en fin de compte, tu vois. Et en dessous, après l'Abzu, donc les enfers, c'est là où finissaient les âmes, quoi. OK. Parce que c'est ça, même je suis sûr. Je ne sais pas si du côté des tablettes, on a beaucoup de mentions aussi sur le côté un petit peu plus qu'on appelle aujourd'hui religieux ou spirituel. Qu'est-ce qu'il en était du côté de la Mésopotamie? Là? Comment que ça se passait de ce côté-là? À part, on a une grande quantité de dieux qui sont présentés, mais est-ce que c'était des dieux qui étaient, comme on dit, louangés? Est-ce que les gens en faisaient un culte plus élevé que ça, de ce qu'on a par rapport à aujourd'hui? Ou c'est un peu comme ce qu'on mentionne très souvent, c'est juste un culte qui suit les saisons des choses qu'on a à faire? Mais tu sous-entends quoi, en fin de compte? Tu veux dire, est-ce que le culte des dieux était récurrent et est-ce que les divinités étaient proches du quotidien ou parce que, tu sais, il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Ce qui est représenté grand public, c'est toujours, tu sais, un dieu en avant, une statue de pierre, puis une quantité énorme de gens qui sont à genoux en train de prier ou crier ou peu importe. Donc, tu sais, ça c'est ce qu'on nous pousse souvent comme image, autant dans les films, dans des livres un petit peu plus, peut-être pas fiction, mais plus faire une allégorie de c'est quoi faire du... j'ai le terme en anglais. Oui, un culte, le worship. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il y en est réellement dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de ce qui se passait à cette époque-là? Je pense pas que les gens passaient leur temps dans une église en train de prier, là. Non, mais on va dire qu'ils avaient régulièrement des offrandes qu'ils faisaient à leur divinité. Donc, il y avait plusieurs niveaux de divinité. Tu avais des divinités qui étaient limite, on va dire, intouchables, qui étaient les plus hautes, comme Enlil, tu vois, Enki, etc. Et puis après, tu avais des divinités, ce qui est dites mineures, qui étaient généralement aussi plus proches, on va dire, du peuple. Mais il y avait toujours quand même un lien très fort avec la religion. C'est-à-dire que, je dirais presque pour un oui ou pour un non, il y avait des offrandes qui étaient faites. Donc, tu avais des offrandes qui étaient faites si tu avais le souhait de vouloir guérir un proche. Tu faisais des offrandes aussi pour tes morts. Parce que eux, dans leur mentalité, quand tu mourais, tu allais dans les enfers. Mais dans les enfers, tu ne pouvais... tu étais dépendant des vivants. C'est-à-dire que c'était les vivants qui, en faisant les offrandes, te permettaient de te nourrir dans les enfers. OK. Donc, t'imagines le nombre de fois que tes proches, les vivants, devaient venir pour donner, on va dire, des offrandes d'eau ou de la nourriture, donc dans les temples, notamment pour les défunts. Donc, et puis après, tu avais aussi donc des cérémonies qui étaient des cérémonies religieuses, comme la fête de la Kitu, qui étaient des grandes cérémonies qui se faisaient par des grands prêtres, qui réunissaient, on va dire, tout le peuple. Et donc là, c'était des choses qui étaient vraiment, on va dire, ce que j'appelle vraiment du haut de gamme, quoi, en termes de festivités, quoi. Donc oui, la religion était vraiment très ancrée et il faut vraiment que tu imagines qu'ils avaient même des petites statuettes, on va dire, dans leur propre maison pour se protéger du mauvais œil ou pour faire des prières tout simplement à la maison, quoi. Ben. le chat est dans la gorge. Non, j'ai éternué puis j'essayais de sortir. Je suis désolée. Mais on n'a pas parlé avec tout ça dans mon Naboo. Non, pas encore. Je te laisse aller. Ouais, Naboo. Naboo, c'est un personnage qui est assez important, notamment pour les Babyloniens, parce que déjà, c'était le fils du dieu Marduk, qui était, lui, pour les Babyloniens, c'était le top, on va dire, des divinités, c'était le roi des dieux, qui a pris donc la place d'Enlil chez les Sumériens.
Et Nabu, donc lui, c'était le dieu de l'écriture et de la sagesse. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a pris la place donc de la divinité Nisaba, qui était elle aussi la divinité, on va dire, sumérienne de l'écriture. Et donc quand les Babyloniens donc ont pris le pouvoir vers 1900 et des poussières avant Jésus-Christ, il y a eu un peu, on va dire, ils ont un peu remodelé l'organigramme des divinités. Et donc, Nabu, lui, a pris une place assez importante chez eux. Donc, lui, sa ville de prédilection était Borsippa, qui n'était pas très loin de Babylone. Et donc, quand il y avait la fête du Nouvel An, c'est la fête de l'Akitu, on déplaçait généralement la statue de Nabu, qui faisait tout le voyage pour aller rejoindre son père, Marduk, à Babylone. Donc, oui, c'était vraiment un personnage, on va dire, important pour les Babyloniens, quoi. Fort intéressant. Donc, c'est un genre de sage. C'était probablement un sage à qui les gens pouvaient demander conseil. Ah oui, bien sûr. Et puis, il faut que tu imagines bien que le temple de Nabu, c'était aussi un temple qui était dédié à l'apprentissage de l'écriture et aux scribes. Parce que tu laisses... Oui, dis-moi, pardon. Non, continue. Oui, non, c'est juste pour faire une petite parenthèse, c'est-à-dire que, donc, comme vous savez, donc, chaque divinité avait un rôle spécifique dans la religion, on va dire, ou dans la culture mésopotamienne. Et donc, tu as certaines temples qui servaient, par exemple, si tu avais une divinité comme la divinité Bao, qui était donc une divinité de guérison, on sait que dans les temples, on allait se faire guérir ou recevoir des remèdes. Dans le temple de Nabu, on allait généralement apprendre, on va dire, l'écriture, où c'était aussi un lieu où étaient stockés, on va dire, des textes, comment on pourrait dire, je dirais pas mythologiques, parce que pour eux, c'était pas de la mythologie, c'était plutôt, on va dire, des textes religieux. Parce que ça... Je ne sais pas si tu te rappelles, Steve, que j'avais déjà raconté une genre de... Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. Ton rêve. Oui, on va dire un rêve, là, mais non, c'est ça. C'est trop spécial. C'est parce que le personnage auquel je fais référence ressemble exactement à ce personnage-là. Et ça me disait qu'il était sumérien. J'avais aucune connaissance de tout ça quand ça m'est arrivé. Ça fait quand même plusieurs années, là, je dirais... Début 2010, 11, 12, dans ces coins-là. Pas mal ça, 11, 12, 2011, 2012, quand ça m'est arrivé. Puis il me fait penser vraiment à ça. Puis c'est comme un sage homme en plus. Je le voyais habillé d'une espèce de grande toge de prêtre. Puis là, tu me racontes ça, puis ça me jette à terre de voir que j'ai rêvé à ce genre de personnage-là, rêvé. J'ai pas eu l'impression que c'était un rêve. J'ai l'impression qu'on m'a poussé des images. Oui, c'est ça. C'est pousser des images où on m'a... Il y a aussi, comme je mentionnais, il y a des films où ils ont poussé exactement le même symbole. Le film va me revenir tantôt, mais je l'avais déjà mentionné par rapport à ça, la symbolique que tu veux présenter. Ben oui, justement, parce que dans ce rêve-là, ou on va dire rêve, là, mais je sais que j'ai fait comme un genre de voyage. Hors corps, je dirais. J'ai fait un voyage, un vol de nuit, disons. Cet homme-là me présentait dans un genre de... sous forme de comment c'est? De cristal? Non, c'était comme un bijou, là. C'était... voyons, je ne dirais pas. Un collier? Un bracelet? Non plus. Ah, Seigneur, que j'aille ça quand je cherche une couronne? Non, arrête de me en pas plus. Il m'a présenté ça, ce genre de la roue, en fait, pour ce qui est du le disque solaire. Oui. Il m'a remis ça sous forme de comme un truc qu'on se met dans le cou, là, après un collier. Là. Une amulette? Oui, disons. Assez grosse. Je dirais à peu près 3 pouces de diamètre. Il m'a remis ça. C'était en or, fabriqué en or. Il m'a remis ça dans les mains, puis c'était cet homme-là, ce barbu, ce grand barbu-là. C'est pour ça que je fais, ben voyons donc. Puis aujourd'hui, tu vois, je regarde ton dictionnaire, puis tout ce que je vois se retrouve là, dans ça, puis tu me confirmes
qui est cet homme-là en plus. Puis, c'est depuis 2011 là, que je vois ça dans ma tête. Puis je voulais justement reparler de ça, le disque solaire, parce que toi, là-dedans, tu dis qu'il s'agit d'un symbole du 2e millénaire, 2e millénaire en 2000 ans avant Jésus-Christ, en fait. Le Samas qui figure une étoile de 4 branches d'où irradiait les rayons du soleil. C'est drôle, moi, je le voyais plutôt comme de l'eau, le vent, et la lumière, la radiation aussi, là. Moi, ça me représentait les éléments de la Terre, de l'univers. C'est comme ça que je le voyais. Le disque solaire, non, c'est bien des rayonnements qui se dégagent de ce symbole. D'ailleurs, si je m'abuse, après, le disque solaire est repris. Il doit y avoir un dessin à côté. Oui, à la page. Du disque solaire volant. Oui. Où généralement, on voit, tu sais, le dieu Ashur qui est monté dessus. Ben, on voit le disque solaire ailé aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Okay. Qui était en fin de compte un moyen de locomotion pour le dieu Ashur. Ben, c'est comme un aigle. À peu près. Parce qu'il y a aussi sur la figure 77 où ce qu'on le voit. Où ce que ton personnage, un personnage beaucoup plus grand, on avait déjà mentionné voyons, cette tablette-là, où ce qu'on avait ce dessin-là, où ce qu'on a aussi la même roue solaire. Oui, ça, on retrouve ça. D'ailleurs, généralement, tu sais, les dieux comme les rois, on les représentait toujours plus grands que Monsieur Tout-le-Monde. C'était une façon aussi de faire voir qu'ils étaient supérieurs à nous, quoi. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que roi, en sumérien, ça se dit Lugal. Lugal, c'est composé de 2 mots. Lou égale, qui veut dire homme grand. OK. Donc, tout est là, quoi. Non, c'est ça. Donc, il n'y a rien qui le confirme, puis il n'y a rien qui infirme que ça aurait pu être des géants, par contre. C'est ça. C'est exactement comme tantôt, le Lumba. Oui, c'est ça. Il n'y a rien qui vient de le contredire, mais il n'y a rien qui le confirme non plus. On reste exactement à peu près. Non, je dirais même, alors pour ce qui est des Hanouna, ou par exemple même de Gilgamesh, c'est un fait. Ils sont quand même considérés plus grands que la normale. Je veux dire, Gilgamesh, quand il prend sa hache, on nous dit que la hache a un poids qui est, pour un homme traditionnel, pratiquement impossible à soulever, quoi. Donc, ce qui veut dire que le gars, il est quand même beaucoup plus haut, beaucoup plus fort que la moyenne. Un peu comme Hercule. Si tu regardes Hercule dans la mythologie grecque, on te fait comprendre que c'est un homme qui est quand même, c'est un surhomme. Il est beaucoup plus grand, plus fort que nous. C'est ça. Je l'ai mentionné tard pour le marteau. Oui, c'est ça. Le marteau, la hache, c'est pas mal similaire comme outil, là. Oui, c'est pareil. C'est encore là exactement la même caractéristique. Il n'y a pas un homme qui peut la soulever, mais Thor, lui, est capable de la soulever. Ou sinon, le fameux trident qui revient très souvent aussi. Poséidon. Fait que même si c'est une mythologie grecque, ils ne vont pas chercher ça bien loin non plus, là. Mais sauf que c'était quoi les érudits? Les gens bien informés, puis c'était toujours pour amener l'histoire d'une certaine façon aux gens transformés avec la société du goût du jour, non? Qui mène le bal. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que tu te rends compte que les religions ont évolué avec le temps, que ce soit chez les Sumériens, puis après chez les Papésémites, par exemple, les Akkadiens, les Babyloniens, ou même les Hébreux un peu plus tard. Mais c'est vrai que tout évolue finalement avec... et puis après, comme tu dis toi, c'est parti chez les Grecs, etc. Et on se rend compte que c'est des histoires qui se sont transmises oralement, puis par écrit. Et puis au fur et à mesure, elles ont tendance à changer un petit peu, puis encore un peu plus. Puis des fois, ça fait un peu des grands écarts aussi, quoi. Oui, c'est ça. Mais au bout de la ligne, ça donne l'impression beaucoup que l'histoire, finalement, même s'il semble se passer ailleurs, ça donne l'impression que ça s'est passé aussi en Amérique, là. Oui, parce qu'on prend des traditions plus autochtones, la symbologie, un peu comme ce qu'on mentionnait tout à l'heure, la swastika, qui est un vieux symbole repris par plusieurs civilisations. Fait que, je suis restée surprise, moi, quand j'ai vu ça. Oui, mais c'est ça. Ça ne veut pas dire pas en tout ce que les gens pensent, là. C'est le galvaudé avec ce qui s'est passé la Deuxième Guerre mondiale avec le nazisme et compagnie. Mais il faut que vous compreniez au bout de la ligne qu'une symbolique qui représente l'humanité,
quand elle est diabolisée, ben, ça nous enlève un symbole qui nous représente, qui peut nous réunir. C'est une question psychologique au bout de la ligne. Là, il est tellement diabolisé que quelqu'un arriverait. J'ai vu passer des manifestations, des gens qui se sont désistés à des manifestations parce que des Autochtones traditionnels allaient être là avec leurs costumes. Puis sur les costumes, on voit des croix gammées. Puis juste à cause qu'ils sont ancrés dans l'idée de la Deuxième Guerre mondiale que la croix gammée représente le nazisme, ils ne se sont pas présentés à la manifestation. Pour ces raisons-là. C'est ça, les gens pensent, le côté négatif de la croix gammée. C'est comme à l'inverse. Tu arrives avec une fleur de lys en Europe. C'est pas toujours bien vu, la royauté française à l'époque. Oui, tu as raison. Tu confirmes en fin de compte le fait que certains symboles sont dénaturés, alors volontairement ou involontairement par des personnes ou dans le temps. Oui. On peut prendre un exemple concret. Regarde, si tu prends dans des auteurs, on va dire, modernes qui parlent des fois de traduction, qu'ils font soi-disant par eux-mêmes, ils ont tendance à dire que Enlil était le méchant et Enki était le bon. Mais dans la réalité des textes mésopotamiens, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on retrouve d'ailleurs cette complexité dans l'Ancien Testament avec Yahvé. Exactement. Un coup, tu vois, ça va être un Dieu qui est miséricordieux et puis qui est bon avec son peuple. Et puis, d'un autre côté, il va les châtier durement parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, les divinités, elles étaient craintes et respectées. Et c'était un peu comme une figure paternelle qui peut être s'il faut que je te protège, je vais te protéger. Mais si tu fais une bêtise, j'hésiterai pas à te corriger, quoi. Comme ils disent. Et Enlil et Enki, c'est le même topo, c'est-à-dire que vous allez avoir un Enlil qui peut être miséricordieux et qui peut apporter, on va dire, la fertilité avec, par exemple, l'invention de la houe, et puis de l'autre côté, il va vous lancer le déluge parce que vous faites trop de bruit et vous le dérangez, quoi. C'est étonnant parce que Julie a laissé comme commentaire un autre disque aussi, qui est un disque solaire qui appartenait aussi. On le voit en Égypte et on le voit aussi avec les Mayas. C'est semblable. Même le visage qu'on voit à l'intérieur d'un des disques. Je ne sais pas si toi, tu peux mettre ça en lien pour que Louis puisse le voir en gros plan. Je regarde. Tu parles le trisel. C'est l'espèce d'image qui représente un peu plus. Je vais aller la mettre en. C'est parce que je trouve qu'il ressemble au personnage, le géant de tantôt qu'on a parlé, le Umbaba. On dirait qu'il y a Umbaba à l'intérieur. OK, ça y ressemble étrangement. Je ne suis pas sur le bon message, ça veut dire. Parce que je vois un symbole un peu comme une genre de rune là, à 3 branches. C'est pas ça que tu parles? Non, moi, c'est vraiment le rond. Là, comme lève ta tête, là, regarde vis-à-vis le... Je vois pas en tout ce commentaire-là. C'est bizarre, ça. Parce que ça ressemble étrangement à Umbaba. On voit à l'intérieur, mais dans un disque qui semble aussi, c'est visiblement Maya ou quelque chose comme ça. Et on voit ce signe-là aussi au-dessus de la tête d'un aigle, ou peut-être pas un aigle, mais c'est un oiseau, là. En dessous de l'autre. Je sais pas si tu le vois. Ça, c'est le calendrier aztèque, là, ce qu'on voit là. OK. Ça, c'est le calendrier aztèque. Je vais aller le rajouter sur le présent. On va faire ça comme ça ici. Et sur Facebook. Comme ça. À ta boîte. Donc, je vais rajouter ça ici. Donc, c'est de ça qu'on parle. Tu trouves pas que ça ressemble à Umbaba? C'est vrai, hein? Il faut savoir déjà de quelle époque c'est. Ça, c'est encore relatif. C'est un peu comme en Égypte. Là. Il y a juste les égyptologues qui parlent. Puis quand on s'intéresse un peu aux Aztèques et aux Mayas, il y a beaucoup d'informations qui donnent l'impression comme si c'est des petites tribus dans des coins. Les recherches récentes démontrent que c'est une civilisation qui était beaucoup plus développée que ça et qui avait beaucoup plus d'individus que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont encore cachées par la jungle. La nature finit toujours par reprendre le dessus. Mais c'est une culture qui était quand même beaucoup plus, malgré le fait qu'elle était cannibale, là, mais était quand même très, très développée au niveau des astres. Et
et des divers outils qui se sont dotés pour leur civilisation. Là. Oui, oui, et puis surtout leur calendrier qui était très pointu. Donc, oui, non, bien sûr. Ben, théoriquement, il est déjà échu. On devait tout crever en 2012, puis c'est pas arrivé, mais ça a l'air qu'il y a une erreur de traduction ou de datation ou de calcul, parce que, justement, comme je le mentionnais tout à l'heure, tu sais, c'est récent, là, les 12 mois qu'on a, là, qui a à peu près 30 ou 31 jours, puis aux 4 ans, c'est des choses récentes. C'est pas comme ça que le temps était toujours calculé. Puis il y a bien des choses qui nous étaient présentées d'une certaine façon à cette époque-là. Peut-être il raisonnait peut-être en termes de cycle aussi. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas spécialiste de la culture maya, mais peut-être qu'il raisonnait en termes de cycle et que pour eux, comme tu dis toi, 2012, c'était peut-être la fin d'un cycle, quelque chose de nouveau pour leur calendrier. Ben, ça servait probablement le calendrier de quelqu'un d'autre, autre que celle de ceux-là des Aztèques, parce que tout est calculé comme étant un cycle qui revient. Donc, il n'y a pas vraiment de fin, puis il n'y a pas vraiment de début. La seule chose qu'on a, c'est le temps qui passe, puis qui permet de faire des moissons. Ça gère un peu la société, à quel moment qu'on fait des enfants, à quel moment les moments de noirceur. Fait que, puis il y a beaucoup de choses aussi qui sont toujours représentées par rapport à ce qu'on voit dans notre ciel. Ouais. Il y a des choses, des symbologiques qui reviennent, peu importe la civilisation, mais on parle toujours exactement des mêmes astres. Moi, c'est ça qui est un petit peu qui me fait capoter, qui me sidère, c'est que c'est la symbologie que malgré qu'on change de civilisation et que théoriquement, il n'est pas supposé d'avoir de lien, ni de temps, ni de lien physique d'endroit où ça se trouve, ils ont quand même la même symbolique qui est ramenée. Oui, les observations, de toute façon, les observations qu'il faisait, que ce soit d'un pays ou un autre, les astres, c'est toujours les mêmes. Donc, je pense qu'il devait y avoir sûrement des corrélations qui se faisaient à ce niveau-là. Je fais une petite parenthèse parce que tu parlais tout à l'heure de temps qui passe. Ça m'a fait penser, les gens, ils ont du mal à comprendre aussi ce concept. Tu savais que les Mésopotamiens, pour eux, le passé, c'est ce qui était devant eux. Et le futur, c'est ce qui était derrière. Parce que le passé, comme ils le connaissaient, ils pouvaient le voir. Alors que le futur, comme on ne le savait pas, ça se trouvait derrière. Ah, c'est l'inverse, c'est dommage spécial comme mentalité. Tu te rends compte? Tu vois la conception un peu du monde qu'ils avaient. Donc, il faut vraiment se remettre dans le contexte à chaque fois. Parce qu'il y a des choses, il n'y a pas de mention nécessairement sur ce que je vais apporter aujourd'hui. Puis, j'ai aucune certitude. Je spécule. Il n'y a rien qui nous dit que le soleil tournait dans le même sens, d'est en ouest ou d'ouest en est. C'est déjà, il y avait une différence de point de vue entre le passé et le présent, de comment que le concept était amené. Est-ce qu'il y avait d'autres choses aussi qui étaient différentes? Notre monde, notre nature, de la façon qu'elle fonctionne, dans notre monde d'aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul pour avoir vu passer tous les cycles de l'endroit d'où on est. Là. Puis, disons que pour les observations des Babyloniens qui sont très bien documentées, on sait que le ciel qu'ils voyaient eux à cette époque-là, à peu de choses près, c'est ce qu'on voyait nous, c'est ce qu'on voit nous aujourd'hui. Oui, c'est ça. Si toi, après, tu parles de millions d'années en arrière, etc., là, on entre dans un concept qui sort, on va dire, de la Mésopotamie. Donc, là, je ne pourrais pas te répondre. Non, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est pour le recul qu'il y a et les choses qui étaient importantes de l'époque et combien de choses qui n'ont pas changé à travers le temps, mais par contre, ça représente la Mésopotamie, c'était quoi? C'est il y a 4000, 6000 ans en arrière avant. Oui, c'est ça, ouais. Donc il y a 6000 ans, puis on est rendu aujourd'hui en 2023, et quand on prend les concepts, mettons, de la physique, les concepts de plein de choses, de l'endroit où on habite, que le système solaire est en train de voyager à travers notre univers et compagnie. Comment ça se fait que ça fait aussi longtemps qu'on décrit encore les mêmes putains d'étoiles puis qu'on n'a pas changé encore de ciel? C'est quoi le problème? C'est quoi qui ne marche pas? C'est quoi que je ne comprends pas? Ou c'est moi qui est attardé mental, qui n'arrive pas à comprendre qu'on est sur un globe? Ou qu'il y a des concepts qui ne marchent pas dans ce qu'on nous sort comme truc? Parce que si à cette époque-là, il y a 6000 ans en arrière, il y avait exactement le même ciel qu'on a aujourd'hui en 2023, il est où le déplacement du système solaire?
Sur ce, mon cher attardé, on va à la pause. Mon cher attardé mental, on va aller à la pause pour une dernière portion de l'émission. Donc, restez là. CJMD, téléchargez notre appli. Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM. Et fidèle à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livré en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir: Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Vous cherchez un emploi qui vous passionne? Toiture Garant ont une offre d'emploi variée que vous ne pouvez pas manquer. Nous recherchons des couvreurs de membranes élastomères et des couvreurs de bardeaux, des menuisiers et des apprentis couvreurs dynamiques et responsables. Obtenez des garanties d'heures pour votre carte de compétences. Salaire selon convention CCQ et même plus selon le rendement et l'expérience. Chantier sur la rive sud et la rive nord de Québec, rejoignez notre équipe dès maintenant. Pour poser votre candidature, communiquez avec Frédéric sur le site de Toiture Garant sur Google. Garage, les pièces CRS! Garage, les pièces CRS! CRS! Hey, salut, c'est Dom Perrault. J'ai parlé à mon chum Max de chez Groupe DBL. Il m'a dit, tu sais, Dom, ton projet de réno que tu veux faire, ben c'est le moment parfait pour le commencer. Puis pas de stress. On va répondre à tes questions. On va même avoir du fun. On va faire toute une job. T'as juste à aller sur notre site web, faire ta soumission gratuite, puis nos experts s'occupent de tout. On va même venir en jaser chez vous. Facile de même, parce que chez Groupe DBL, ton projet, c'est notre projet. Pow Snack for a Pow à Lévis. On ouvre officiellement la shop de snacks exotiques la plus folle de la région. Dégustation de bonbons gratuits. Oxygène récréatif. Jeux gonflables. Le bingo CJMD sur place. Qu'on va peut-être être en chasse. 29 octobre, juste à temps pour l'Halloween. Oh wow, au Pow Snack sur Kennedy. Gratuit. 96.9 CJMD, la seule station en direct de Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio pour la dernière portion de l'émission. On a eu une question, en fait, Louis, sur le chat de Zone Parallèle sur la page Facebook. J'ai quelqu'un qui mentionne des portes dimensionnelles, les intraterrestres et peut-être une théorie, en fait, à titre d'information, le disque solaire permettant d'activer des portes des étoiles. Tu insères le disque dans une fente et la porte dimensionnelle s'ouvre. Ça, c'est un commentaire de Julie qui donne ce commentaire-là. Mais ça se peut-tu? Est-ce que ça se peut que dans un certain texte où qu'on peut parler de trucs similaires à ça, dans un type de portail? C'est ça, un type de portail, parce qu'on parle de chariot de feu, on parle de protection de tel endroit. Je me demande s'il est question de ça, des portes dimensionnelles ou du monde internet. Alors, c'est très intéressant comme question parce que dans le prochain livre que je te disais que je vais sortir sur Gilgamesh, il y a un mythe qui s'appelle Gilgamesh, Enkidu et les enfers, qui raconte l'histoire donc de Gilgamesh et qui, à un moment donné, joue avec une balle et puis, de mémoire, c'est un bâton, enfin, c'est un jeu qui s'est fait. Et il joue donc avec les citadins de la ville d'Uruk. Et puis lui, il est tellement fort, etc., qu'il fatigue les gens. Et donc le lendemain, il veut refaire la même partie. Et les femmes et puis les mères des citadins d'Uruk prient les dieux pour que le jeu s'arrête. Et donc la balle, si vous voulez, et l'objet en question tombe dans les enfers. Et donc Gilgamesh se met à pleurer, etc.
Et Enkidu voit son ami pleurer et lui dit « Écoute, pourquoi tu pleures ?» Donc Gilgamesh lui raconte qu'il a fait tomber ses jouets. Et Enkidu dit bah, « T'inquiète pas, moi je vais descendre dans les enfers et je vais te les ramener. » Et en descendant dans les enfers, Enkidu ne respecte pas certaines règles et il reste bloqué dans les enfers. Et donc là, Gilgamesh pleure, etc. Et il demande l'aide de certaines divinités. Et c'est là que Enki arrive. Et Enki dit, écoute, pour faire sortir Gilgamesh, on va demander au dieu soleil Utu, qui, avec sa lumière, ouvre, on va dire, une porte pour que Enkidu puisse ressortir. Donc c'est un passage qui se fait par la lumière du soleil. C'est ça. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de parallèles qui sont faits avec des films. Là. Je viens de... En même temps que je vous parle, je vais essayer de retrouver l'image. On présente une amulette qui ressemble étrangement à ton amulette que tu mentionnes tout le temps. Dans un film de petits jeunes qui s'appelle Explorer, c'est un film de 1985, où on montre ce symbole-là, cette amulette-là, et que justement, cette amulette-là sert à communiquer par les rêves. Donc, le jeune a découvert, il l'a vu dans ses rêves, cette espèce de symbole-là, et s'entraîne à créer une espèce de machine qui leur permette de voyager dans l'espace puis aller les voir. Donc, c'est toute une grosse patente là, soi-disant d'extraterrestres, mais en même temps un peu de technologie. Puis c'est ça, c'est toujours de la même symbolique qui revient, qu'on nous remonte de façon inconsciente sur des choses qui existent, des différentes mythologies, de différentes histoires, des différentes civilisations, mais qu'on nous le représente un petit peu de façon insinueuse par la bande en nous contant des histoires, dans le fond, qui sont nos vieilles histoires. Racontées par un film ou... Ben, ça fait vendre des films, ça, c'est sûr et certain. Là, comme je dis, là, il me reste juste à retrouver le petit bout d'image. Sinon, je vais mettre le lien pour le film pour les gens, les nostalgiques qui voudraient revoir ce vieux film-là. Là. Très intéressant. Là, c'est de l'époque de 1985. J'étais tout jeune quand j'ai... Comment ça s'appelle? Explorer de 1985. Ben voyons donc. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, Louis? Le titre me dit quelque chose, mais le film, honnêtement, je ne me rappelle pas trop du scénario. Faudrait que je regarde. Si je vois peut-être l'image, tu sais, du... c'est ça. Ben, avec la merveilleuse technologie d'aujourd'hui, on est capable de faire bien des choses. Fait que je vais aller juste rechercher l'image parce que depuis tantôt que j'arrête pas de fouiller pour essayer de le trouver. Et puis, je ne sais pas si ça va te rappeler des vieux souvenirs, comme on dit. Ajouter. Bon, comme ça ici. Mais c'est... Ah oui, OK. Ouais. Oui, OK. Je vois ce que c'est. Il y avait le petit scientifique qui, lui, créait une espèce de sphère. Et puis, c'est ça. Tout venait d'un des trois jeunes qui avait eu le rêve, justement, du fameux symbole qui allait au centre de l'appareil. Puis, c'est ça qui permettait de communiquer par les rêves et ainsi de suite. Puis, ils ont reçu, dans le fond, un peu les plans pour être capable de voyager, de pouvoir les retrouver. Puis, c'est ça. Puis, tu as des personnages quand même assez débiles, là. Je vais aller juste rechanger... C'est spécial, ça. En plus, on voit un vieil ordinateur. Pour moi. Oui. Ben c'est de l'époque de 85. Là. Fait qu'on c'est ça, on est encore avec... même pas, c'est encore des Texas Instruments avec des écrans cathodiques, avec un verre monochrome. Oui, écran en vert, tu tapes, puis un petit carré qui allume. Exactement. Fait que c'est tout des trucs d'une vieille époque, mais c'est quand même l'idéologie qui est poussée. Ben, regarde, il y a encore du monde nostalgique qui sont là-dessus, puis il y a des choses que tu réussis à faire avec ces appareils-là que tu n'es pas capable de faire aujourd'hui parce qu'ils sont trop rapides. Mais tu dis ça, vieille époque. Colin, on n'est pas si vieux que ça. Parle-y de la Mésopotamie. Ça, c'est vieille époque. Oui, mais il y a 20, 30 ans, mais au bout de la ligne, c'est ça que j'essaie de faire comprendre un peu l'idéologie qui est présentée, que finalement, le passé est devant nous, puis c'est le futur qui est derrière. Mais on fait juste nous remontrer des choses qu'on nous a déjà montrées à une certaine époque. Peut-être qu'on tourne en rond finalement. Ouais. Non, mais ce qui est drôle, c'est que tu as des textes comme ça où, par exemple, ce qu'on appelle les cylindres de Gudea. Ça raconte l'histoire du gouverneur Gudea de la ville de Girsu, qui reçoit un rêve donc de Ningirsu, qui était la divinité locale, pour justement la construction de son temple. Donc on se rend compte que tu vois les dieux communiquaient aussi avec
avec les hommes par le biais des rêves pour faire des projets plus ou moins importants, quoi. Non, c'est ça. C'est ça. Il y a tout, ça donne l'impression, dans la description de ce que ça fait, ça donne l'impression que c'est des technologies qu'on a aujourd'hui. Des trucs, dans le fond, qui viennent du passé, que est-ce que c'est possible que finalement ces technologies-là étaient déjà existantes à une certaine époque? Disons, le problème, tu sais, c'est toujours le problème, c'est que les Mésopotamiens, ils ne sont pas très descriptif à chaque fois de ce qu'ils voient. Par exemple, si je te raconte l'histoire de le vol de Léana par Inanna. Donc Inanna, c'était Ishtar aussi en akkadien, tu vois. Et Léana, ça veut dire la maison du ciel. Mais c'était aussi le temple du dieu An, qui était le dieu du ciel, dans la ville d'Uruk. Et ce mythe raconte comment Inanna a volé au dieu An, donc Léana, qui était dans le ciel. Et elle l'a fait descendre donc sur terre, dans sa ville à elle, de prédilection. Mais il n'y a aucune description, si tu veux, de Léana, de cette demeure du ciel. C'est ça qui est étonnant, quoi. Je veux dire, c'est même par exemple quand ils te disent que la déesse Inanna vole dans le ciel en chevauchant les mets, ils nous décrivent jamais si tu veux, les mets en question, quoi. Non, c'est ça. Ça pourrait être l'étoile polaire. Puis... Oui, ça pourrait être n'importe quoi. Ou alors, est-ce que ça sous-entend que le lecteur de l'époque, il savait, il avait l'image il comprenait tout de suite à quoi il faisait référence, et donc il n'y avait pas besoin de décrire. Mais pour nous, qui avons pratiquement 4000 ans de retard, on a beaucoup de mal à comprendre exactement ce que ça voulait représenter, quoi. Non, c'est ça. Au bout de la ligne, ça rend plausible plein de théories aussi, que, comme on disait tout à l'heure, il n'y a rien qui le confirme, il n'y a rien non plus qui vient le contredire. C'est vraiment d'essayer de se mettre à la place d'eux. Mais il y a plein de phénomènes qui reviennent puis qui sont décrits par plusieurs civilisations dans leur mythologie, puis qui est toujours bizarre. C'est toujours les mêmes qui reviennent tout le temps. Comme je disais tantôt, tout est basé vraiment sur ce qu'on voit au niveau du ciel, puis c'est beaucoup plus important. Ça me permet aussi de revenir sur ce que je parlais tout à l'heure par rapport au... Ça fait tellement longtemps qu'on décrit le ciel de la même façon que c'est à se poser la question jusqu'à quel point c'est vrai qu'on est dans un système solaire qui voyage dans un univers. Qu'est-ce que en Mésopotamie, on a mentionné de plus de la planète dans laquelle on vit? Est-ce qu'on nous le mentionne de la même façon qu'on nous le décrit aujourd'hui? Je sais que je ne veux pas t'amener non plus sur un terrain glissant, là, mais qu'est-ce que, au niveau des tablettes, était mentionné sur l'endroit où on habite? C'est notre univers à nous, là, ce que représente notre Terre, là. Tu veux dire la conception du monde comme ils la voyaient eux, c'est ça? Oui, exactement. Parce que, tu sais, si je m'en vais du côté des Égyptiens, on a décrit la Voie lactée un peu comme on l'a décrit dans la Bible, avec des couches qui se superposent et des séparations par des eaux à laquelle c'est accessible à certains dieux, mais ce n'est pas accessible à la totalité des mortels. Et, oui, c'est ça. Oui. Ce qu'on nous décrit, ce n'est pas vraiment ce qu'on connaît théoriquement aujourd'hui ou ce qu'on semble connaître aujourd'hui. Oui, non, mais tu as raison. Le monde était divisé par strates, c'est ce que je te disais. Tu avais les strates les plus basses qui étaient les enfers là-dessous. Après, tu avais le monde des hommes. Et puis après, tu avais le ciel tel qu'on le voit nous. Et puis après, au-dessus, tu avais les cieux qui appartenaient, on va dire, aux divinités, où habitaient les divinités. Donc, il y avait plusieurs strates. Et entre ces différentes strates du ciel et des cieux, tu avais les constellations et, on va dire, les astres qui se déplaçaient. C'est ça. Donc au bout de la ligne, est-ce que c'est encore plausible de dire on est dans un univers, dans un globe, ou on est dans quelque chose de totalement différent que peut-être au bout de la ligne, on n'a même pas encore la foutue compréhension de savoir où est-ce qu'on est? Qu'on est sur un globe, ça oui, c'est prouvé. Et, je veux dire, on ne peut pas remettre en cause non plus toutes nos découvertes qui sont prouvées et certifiées. Maintenant, que l'univers, comme tu disais toi tout à l'heure, il s'éloigne, oui, ça c'est prouvé aussi qu'on on va dire les étoiles, enfin les galaxies ont tendance à s'éloigner les unes des autres, mais les distances, il ne faut pas oublier que les distances sont tellement énormes que pour nous, ce qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas, on va dire, à l'échelle humaine, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, on peut pas non plus
se dire qu'on comprend l'univers tel qu'il devrait être. Il y a peut-être aussi des niveaux de perception qu'on n'a pas, quoi. Non, ça, c'est une évidence parce qu'il y a toute une portion à laquelle on ne mentionne pas, tout le côté spirituel qu'on parle souvent aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on a comme référence à une certaine époque, parce que toute la spiritualité qu'on a, chakra et compagnie, c'est surtout de ça que je veux mentionner de ce côté-là. Toutes ces choses-là sont parlées aussi par différentes civilisations, puis on en a très peu du côté de la Mésopotamie. Là. Je ne sais pas si on parle des chakras à quelque part dans les tablettes, vu que leur optique à eux autres était plus de laisser des traces sur les différents épopées ou les différentes choses courantes de la vie de tous les jours. Mais au niveau religieux ou le développement du corps humain, il n'y avait pas beaucoup de choses qui ont été mentionnées si on compare, mettons, à d'autres civilisations. Disons que eux, oui, de toute façon, laisser une trace dans l'histoire, c'était quelque chose de fondamental pour eux. Comme le nom, d'ailleurs. Le nom, quand tu recevais un nom, le nom, ça qualifiait ton essence et, on va dire, ça préparait aussi ton destin. Les Mésopotamiens, ils croyaient beaucoup au destin. D'ailleurs, les Enlil, ou par exemple même Enki, pouvaient avoir dans ses mains la tablette des destins. Tu vois, donc tout ça, c'était eux, ils pensaient vraiment que tout était écrit, quoi. Et qui écrivait cela, c'était les dieux. Ton destin, en fin de compte, dépendait de leur bon vouloir, quoi. Donc, c'est un peu comme il y avait accès aux... Comment qu'on appelle ça? Les patentes akashiques, là. Les mémoires akashiques. Mémoires akashiques. Donc, ça fait une référence un peu à ce que Enlil portait, c'était plus par rapport aux mémoires akashiques. Possible, là. Je ne suis pas expert des mémoires akashiques, honnêtement, mais ce que je peux te dire, c'est que dans ces fameuses tablettes du destin, par exemple, l'entité qui disposait de cette tablette pouvait contrôler, on va dire, ce qu'il voulait, quoi. D'ailleurs, dans le mythe d'Anzu, quand Anzu vole la tablette des destins à Enlil, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire face, on va dire, à Anzu. C'est d'ailleurs le seul qui lui fait face, c'est Ninurta, qui est, on va dire, le champion des dieux, qui réussira à le battre, mais très difficilement, quoi. On va dire, cet artefact te permettait d'avoir vraiment la suprématie sur les autres, quoi. Oui, ça me fait penser à un projet genre qui s'appelle Looking Glass, qui est quelque chose de militaire et aussi dans les sphères un peu plus complotistes, là, mais qui rappelle pas mal comme un peu les tablettes de destin. Là, que dans le fond, c'est un moyen de permettre de savoir qu'est-ce qui allait se passer d'avance. C'est ça, ouais. Oui, les dieux, eux, ils savaient pertinemment quel destin ils allaient te fixer. Et à partir de là, toi, tu faisais que suivre la route qui était tracée, quoi. C'est ça, donc. Sinon, ils se donnaient l'autorité de pouvoir la modifier, finalement. Oui. D'ailleurs, c'est généralement très... c'est souvent que dans les tablettes, tu vois, toi, ils disent, par exemple, Enlil, toi qui personne ne peut changer les ordres que tu énonces. Ça sous-entend bien que la divinité, c'est elle qui maîtrise, on va dire, ton destin, ton futur, etc., quoi. Tabarouette, c'est vrai que ça fait mémoire akashique en tabarouette. Oui, mais c'est pour ça que je le mentionne. Ça aussi, encore, c'est des trucs qui ont été remis dans des films, là. Surtout avec la tablette du destin dans un autre film. C'est un livre qui est utilisé pour voir un peu la trajectoire des humains. Puis il y a quand même un Dieu qui dicte le chemin qu'il est supposé d'avoir. Puis si l'être s'écarte du chemin qu'il est supposé d'avoir, il y a des agents qui vont se présenter pour le remettre sur le droit chemin. Ouais. Voyons donc, c'est vrai que ça fait... c'est un scénario de film, mais ça n'a pas été inventé pour le film. C'est quelque chose qui vient encore de notre passé, des mythologies, qu'on fait juste nous remettre au goût du jour pour nous le présenter en film. Mais il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà, mais c'est juste qu'on n'a pas le bon vocabulaire associé ou les bonnes images associées à ce qu'il y a là. Mais, exact. D'ailleurs, pour en revenir donc sur, si tu veux creuser après, je te dis, la tablette des destins, il faut vraiment lire le mythe d'Anzu, que j'avais traduit notamment dans mon livre Ninurta, une divinité mésopotamienne, tu sais. Là, tu te rendras compte vraiment du pouvoir de cette tablette et du rôle qu'elle permettait à son détenteur, quoi. C'est assez impressionnant. Vraiment.
Hey, c'est déjà la fin de l'émission. Mon Dieu, ça a passé vite quand même, 2 heures rapides. Il y a encore des questions qui pourraient venir, là, surtout avec les derniers trucs qu'on vient de mentionner. Là, en tout cas, si l'invitation t'intéresse, on pourra se reparler à nouveau. On sait en plus qu'il y a des nouveaux livres qui s'en viennent de ton côté, fait qu'on va pouvoir en faire mention en même temps. Oui, avec grand plaisir. D'ailleurs, comme vous avez vu, c'est passé super vite les 2 heures et il y aurait encore beaucoup à creuser, à discuter. On pourrait discuter pendant des heures. Là, j'ai mis les liens en commentaire de votre page YouTube. Il y a beaucoup de choses qui sortent, oui. Exactement. Ceux qui sont intéressés à les voir. J'ai même mis les liens aussi en commentaire de où se procurer les livres sur Amazon, votre page Facebook. Merci. S'il y a des gens qui veulent poser des questions à Louis qu'on n'a pas posées, puis ceux qui veulent se procurer le livre, je vous le suggère fortement parce que sérieusement, ça, c'est très, très intéressant. Vraiment, là, je trippe voir ce genre de livre-là sur le marché. C'est un vrai petit bijou. Puis je vous le suggère fortement. Parce que sinon, on a des vieux trucs comme ça, là, le berceau de la civilisation avec... il y a quand même des informations intéressantes, mais il y a des choses qui doivent se mettre à jour avec ce que Louis Galador nous fait avec traduction. C'est ça qui est le fun de faire le comparatif entre les deux. Mais sinon, on a aussi des images à travers là, qui nous permettent de comprendre un peu mieux. Oui, tout à fait. Merci infiniment, Louis. Ce fut très agréable et très surprenant instructif. Aussi. Très instructif, tu dis, toi. Et très intéressant parce que j'en apprends, puis on fait encore des 1+1 dans notre tête. Oui. Je ne sais pas si on se crée nos histoires avec ce que tu nous dis, mais en tout cas, ça me plaît. Ça me plaît de penser que ça peut être ci ou ça peut être ça. Mais ça correspond à tu sais, avec ce qu'on fait comme je dis souvent, on est dans un monde qui est pas mal plus magique qu'on peut le prétendre. Oui. Exactement, Steve. Exactement. C'est d'ailleurs à chaque fois le but de mes ouvrages ou de ce dictionnaire, c'est vraiment de donner au lecteur, si tu veux, comment on pourrait dire, les informations les plus pertinentes et les plus précises telles qu'elles étaient à l'époque, de manière à ce qu'ensuite le lecteur se fasse sa propre analyse ou de son ressenti, mais au moins qu'il part avec des bases qui sont, on va dire, véridiques, ou du moins les plus proches possibles. Exact. Ça fait plus facile à vérifier finalement si nos dires ont une certaine cohérence parce qu'il va y avoir une répercussion dans plusieurs autres civilisations. Fait qu'il y a quand même moyen de confirmer si ce qu'on analyse va dans le bon sens ou pas. Exactement. Ouais. Exactement. Merci encore une fois, Louis Galador. On se reprend certainement parce que oui, j'ai hâte de voir la suite, moi aussi. C'est de l'autre livre surtout. Oui. Que je serais curieuse de voir le contenu de ce qui va en être. Excusez. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Merci, Steve. Encore une fois. Merci aux auditeurs. De tes brillantes questions. Tu m'épates. Chaque fois, tu m'épates. J'ai travaillé très, très fort pour mes questions. En fait, ça fait longtemps que je suis tombé sur ces sujets-là et que je m'y intéresse. Fait que là, j'en suis rendu à faire des corrélations avec d'autres sujets. Exact. Fait que c'est là que ça devient intéressant de jaser avec des gens comme Louis Galador parce que ça permet de mettre les choses à leur juste. Mais oui, tout à fait. Donc, restez là pour l'émission de La Zone Insolite qui s'en vient avec Jeff Benoît. Oui, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous racontez votre témoignage, c'est le temps. Vous nous le dites, on va vous envoyer le lien StreamYard pour participer à l'émission ou vous appelez au 418-903-5969 pour parler à Jeff tantôt dans quelques instants. Merci encore une fois, Louis. Et je vous souhaite à tous bonne semaine. Nous, on reste en studio pour la deuxième portion d'émission. Yes. Et merci, Louis, encore une fois. Et on se dit à la prochaine. Merci. Au revoir. Donc, bonne semaine à tous. Bye. La radio des formateurs. CJMD. Le samedi 18 novembre.